J'ai un problème depuis quelques jours. Un problème qui me ronge petit à petit. Mais si vous écoutez ceci, c'est que j'ai réussi. J'ai enfin trouvé un moyen de m'en sortir. Je m'appelle Angela et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé et pourquoi je n'avais pas le choix de faire cela. Tout a commencé il y a environ une semaine. J'étais seule chez moi, dans mon appartement silencieux au 3e étage de mon immeuble. La pluie tambourinait contre les vitres et je tuais le temps en faisant le tri dans ma boîte Google. Je n'en avais pas vraiment envie, mais on a tous ces soirées où on en a marre et où on supprime enfin les dizaines de mails qui ne servent à rien. Mais au milieu de tout ça, un mail a attiré mon attention. L'objet était vide et l'expéditeur, une adresse incompréhensible remplie de chiffres et de lettres bizarres. Par curiosité, je l'ai ouvert. C'était une chaîne, une de ces vieilles chaînes de lettres qu'on recevait dans les années 2000 quand j'étais gamine. Vous vous en souvenez peut-être. Envoyez ce message à 10 amis pour recevoir une bénédiction. Ou brisez la chaîne et la malchance vous suivra. Ça m'a fait sourire. Je me suis revue à 12 ans, paniquée à l'idée de ne pas transférer un mail à temps, comme si ma vie en dépendait vraiment. Le texte était écrit dans une police démodée, avec des fautes d'orthographe et des majuscules mal placées. À vrai dire, c'était vraiment du vu et du revu. Cependant, il finissait d'une manière très étrange. Si vous ne faites pas suivre cet email à 5 personnes sous les 8 jours, il viendra et il ne vous laissera plus jamais tranquille. J'ai éclaté de rire. Il viendra. Sérieusement, c'était tellement vague. Je dirais même comique. Mais en même temps, il y avait quelque chose d'étrange dans ce « il ». Pas de nom, pas de description, juste une menace floue. J'ai haussé les épaules, marqué le mail comme spam, et je suis passée à autre chose. Ma vie était déjà assez compliquée pour pas que je me prenne la tête avec ça. Le premier jour, il ne s'est rien passé d'anormal. J'ai suivi ma routine quotidienne, mais cette nuit-là, j'ai fait un rêve bizarre. J'étais dans une pièce sombre, et quelque chose me fixait depuis le coin. Je ne voyais pas son visage, juste une silhouette floue et immobile. Je me suis réveillée en sueur, le cœur battant. Mais j'ai mis ça sur le compte du stress. Après tout, on fait tous des cauchemars, non? Le deuxième jour, c'est devenu plus concret. En rentrant chez moi, j'ai trouvé la porte de mon appartement entrouverte. Pas grand-chose, juste 1 centimètre. Mais ça a suffi à me faire frissonner. J'étais sûre de l'avoir fermée à clé. J'ai vérifié partout, rien ne manquait et personne n'était là. J'ai essayé de me convaincre que j'avais mal verrouillé la porte, mais au fond de moi, je sentais que quelque chose clochait. Le 3e jour, c'est monté d'un cran. Je prenais ma douche quand j'ai entendu un bruit. Pas un craquement de parquet ou un voisin bruyant. Non, c'était un murmure, bas, rauque, comme si quelqu'un parlait juste derrière le rideau. J'ai coupé l'eau tremblante et j'ai écouté. Toujours rien, juste le silence et les gouttes qui tombaient encore du pommeau. J'ai tiré le rideau d'un coup sec, persuadée que quelqu'un était là. Mais il n'y avait personne. Pourtant, en me regardant dans le miroir embué, j'ai eu une sensation horrible. Quelqu'un m'observait, pas dans la pièce, mais à travers moi. J'ai passé le reste de la journée à vérifier par-dessus mon épaule, incapable de me débarrasser de cette impression. Le 4e jour, j'ai commencé à douter de ma santé mentale. En pleine nuit, je me suis réveillée parce que mon lit vibrait. Pas comme un tremblement de terre, c'était plus subtil, comme si quelque chose rampait sous le matelas. J'ai allumé la lumière, tiré les draps, regardé sous le lit, et je n'ai toujours rien trouvé. Mais quand je me suis recouchée, j'ai entendu un souffle. Ce n'était pas le mien. Il était lent et profond et se situait juste à côté de mon oreille. J'ai hurlé. J'ai sauté du lit et j'ai passé la nuit sur le canapé, toutes les lumières allumées. Le lendemain, j'avais des cernes jusqu'au menton. Et cette peur qui ne me lâchait plus. Le 5e jour, j'ai vu quelque chose. J'étais dans la cuisine en train de faire du café, quand mon reflet dans la vitre a bougé différemment de moi. J'ai pivoté mais il n'y avait rien derrière moi. Pourtant, quand je me suis retournée vers la fenêtre, j'ai aperçu une forme dans le coin de la pièce, là où la lumière ne portait pas. Une silhouette noire et immobile, trop grande pour être humaine. J'ai cligné des yeux et elle avait disparu. Mon café a fini par terre, bien sûr. Et moi, j'ai passé la journée à trembler, les rideaux fermés. Le 6e jour, ça a empiré. Les murmures sont revenus, mais cette fois, bien plus forts. Je les entendais partout. Dans le bruit du frigo, dans le vent qui sifflait dehors, dans le grésillement de la télé. J'ai éteint tous les appareils, mis des bouchons d'oreilles, mais ça continuait quand même. Et puis cette nuit-là,
J'ai senti une pression sur ma poitrine en dormant, comme si quelque chose s'asseyait sur moi. Je me suis réveillée en suffoquant et pendant une seconde, j'ai vu des yeux jaunes brillants flotter juste au-dessus de mon visage. Je vous jure que j'ai hurlé jusqu'à ce que ma voix ne se casse. Le 7e jour, j'étais une épave. Je ne suis pas allée travailler. Je préférais rester chez moi, mon téléphone éteint. Mais ça ne suffisait pas. Les murs ont commencé à craquer. J'avais l'impression que quelque chose grattait à l'intérieur. Des ombres bougeaient dans les coins de mes yeux, toujours trop rapides pour que je ne les voie vraiment. Et cette odeur, une odeur de terre humide, de pourriture qui s'infiltrait partout. J'ai fouillé ma messagerie pour retrouver le mail dans les spams, pensant que peut-être si je le partageais, ça allait enfin s'arrêter. Mais il n'était plus là, disparu comme s'il n'avait jamais existé. Mais bon, ça c'était de ma faute. J'avais coché une option pour que mes spams se suppriment automatiquement. Et puis, le 8e jour est arrivé. Aujourd'hui. Tout à l'heure, j'étais dans la salle de bain les mains tremblantes, essayant de me ressaisir. J'avais passé la journée à errer dans l'appartement comme un animal traqué. J'évitais les miroirs, les fenêtres, tout ce qui pouvait refléter quelque chose. Mais là, j'avais besoin de me passer de l'eau froide sur le visage pour essayer de chasser toutes ces idées. La lumière crue du plafonnier bourdonnait au-dessus de moi et mes doigts glissaient sur le robinet. Je me suis penchée, j'ai aspergé ma peau et pendant un moment j'ai fermé les yeux, laissant l'eau couler sur mes joues brûlantes. Puis, je me suis redressée et j'ai fait l'erreur de regarder dans le miroir. Au début, je n'ai vu que moi. Mon visage pâle, mes yeux cernés, mes cheveux collés par la sueur. Mais ensuite, quelque chose a bougé. Quelque chose derrière moi. Mon cœur s'est arrêté et mes mains se sont agrippées au bord du lavabo. Lentement, comme si le temps s'étirait, j'ai vu la chose apparaître dans le reflet. Elle était là, accrochée à mon dos. Et je jure que je n'ai jamais rien vu d'aussi abject. La silhouette, qui semblait faite d'ombres liquides, donnait l'impression de suinter l'obscurité elle-même. Ses membres, si on peut appeler ça comme ça, étaient longs, trop longs, tordus dans des angles impossibles, comme des branches brisées qui auraient été étirées par une force contre nature. Ils s'enroulaient autour de moi, s'agrippant à mes épaules, à ma taille. Leur extrémité griffiée effleurait ma peau, sans jamais la toucher vraiment. Mais je les sentais quand même, telle une caresse glacée qui me brûlait. Sa peau, ou ce qui en tenait lieu, était luisante, presque huileuse, parsemée de veines pulsantes qui semblaient respirer, se gonfler et se rétracter à un rythme qui n'avait rien d'humain. Puis, il y avait sa tête. Elle était penchée sur mon épaule droite, si près que j'aurais dû sentir son souffle. Et c'est là que j'ai remarqué que je le sentais. Un air fétide, humide, le même qui était dans l'appartement depuis plusieurs jours. Sa tête n'avait pas de contour net. Elle ondulait légèrement, comme si elle était faite de fumée épaisse. Mais au milieu de cette masse informe, 2 yeux brillaient, des yeux jaunes, énormes, sans pupilles. Juste des globes luisants qui me fixaient dans le noir, avec une intensité qui m'a traversée comme une lame. Ils ne clignaient pas, ils ne bougeaient pas, ils me regardaient. J'avais l'impression qu'ils voyaient tout en moi. Pas juste ma peur, mais mes pensées, mes souvenirs et mon âme. Mais le pire, c'était sa bouche. Elle s'ouvrait en une fente irrégulière, un gouffre noir qui semblait trop grand pour sa tête, bordé de ce qui ressemblait à des dents, mais pas des dents normales. On aurait dit des aiguilles fines et irrégulières, plantées dans des gencives invisibles. Elle aussi, elle vibrait légèrement, comme si elles attendaient de mordre. Un filet de salive sombre presque solide en pendait, sans jamais tomber. Et ce son souffle, il me glaçait jusqu'à l'os. Je ne pouvais pas bouger. Mes pieds étaient cloués au sol. Mes mains étaient tellement crispées sur le lavabo que les jointures de mes doigts étaient devenues blanches. Dans le miroir, je voyais cette chose s'enrouler encore plus autour de moi. Ses griffes s'approchant de mon cou et de mon visage. J'ai alors senti une pression sur mon dos, réelle cette fois, comme si cette chose s'appuyait sur moi, comme s'il voulait fusionner avec moi. Ma respiration s'est bloquée et un cri a parcouru ma gorge, mais il est resté coincé, étouffé par la terreur pure qui me paralysait. Et puis le monstre a incliné sa tête davantage. Puis un gloussement a résonné dans la pièce. C'était un rire, mais un rire qui n'avait rien de vivant. J'ai enfin réussi à hurler et je me suis écroulée en arrière trébuchant sur le tapis de bain. Quand j'ai relevé les yeux, le miroir était vide. Tout ce qu'il y avait dedans, c'était cette version traumatisée de moi.
Mais j'étais persuadée que le monstre n'était pas parti. Je sentais encore son poids, son odeur et sa présence. C'est là que j'ai compris. Le mail disait la vérité. Il viendra et ne vous laissera plus jamais tranquille. Mais pour moi, il y avait forcément un moyen de s'en débarrasser. Un seul moyen. Partager. Pas par écrit, pas par un simple mail. Non. Il fallait que je le dise, que je raconte, que je passe à quelqu'un d'autre. À vous, plus particulièrement. Alors voilà. Je suis désolée. Vraiment. Pendant ces 8 jours, j'ai cru devenir folle. J'ai cru que c'était dans ma tête. Mais quand j'ai vu cette chose sur moi, j'ai su que c'était réel. Et bien sûr, j'ai su ce que je devais faire pour m'en libérer. J'ai enregistré cette histoire en essayant de ne pas faire trop trembler ma voix. Et je l'ai mise en ligne. Et pas juste pour 5 personnes. À cette époque sur les réseaux, ça atteindra des milliers, peut-être même des millions d'entre vous. Je sais ce que vous pensez, que je suis égoïste, que je vous condamne. Et vous avez raison. Ça me brise le cœur de le faire, mais je ne pouvais plus vivre avec cette chose sur moi, dans moi. Je ne voulais plus supporter cette peur. Alors je vous la donne. Le mail était écrit, mais je suis sûre que ma voix suffira et qu'il arrivera à vous trouver maintenant. 8 jours. Vous avez 8 jours pour partager cette histoire, pour la raconter à quelqu'un d'autre. Sinon, il viendra. Et croyez-moi, vous ne voulez pas le voir dans le miroir. Le 24 novembre 2005, un incident troublant s'est produit à Disneyland en Amérique. C'était une journée ordinaire dans le parc d'attractions rempli de merveilles. Les familles étaient dispersées dans le parc, les cris excités des enfants résonnaient au-dessus de la foule et les masques Disney se promenaient et posaient pour des photos. Soudain, la magie de Disneyland fut brisée par un appel frénétique qui retentit dans la foule. Une mère courait dans Main Street criant le nom de son fils. D'autres mères serraient leurs enfants contre elle tandis que la femme courait, sa voix passant rapidement de la panique au désespoir. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. La sécurité du parc arriva, chercha autour d'elle, et une annonce pour retrouver James fut diffusée avec une description parfaite de ses vêtements. Malheureusement, le garçon ne fut pas retrouvé, et personne ne semblait avoir d'informations. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'un autre incident se produisit. Le même scénario horrible se répéta. Une mère qui cherchait désespérément son fils et qui demandait aux gens s'ils l'avaient vu. Elle courait poursuivie par le père du garçon qui la suppliait de se calmer et qui tentait de la rassurer en lui disant qu'il le retrouverait. Une autre annonce fut diffusée dans le parc, mais cette fois-ci pour Ronnie. Encore une fois, personne ne se présenta avec des informations. Après la disparition des 2 enfants le même jour, le parc décida d'agir, avec des agents placés près de chaque attraction. Les images de caméras surveillance furent examinées, mais on ne vit rien d'autre que des gens achetant des lunettes de soleil ou Mickey Mouse marchant avec quelques enfants. Un agent de sécurité rapporta qu'une enfant lui avait dit avoir vu Ronnie. L'agent était posté devant une des attractions quand une petite fille s'était approchée de lui. Elle semblait avoir 7 ou 8 ans. Je sais ce qui est arrivé à ce garçon. Vraiment? L'agent ne savait pas vraiment quoi penser. La fillette n'avait peut-être rien vu d'important, mais cela valait peut-être la peine de l'écouter. J'ai vu Ronnie. Il était avec Mickey, mais Mickey, il était méchant avec lui. Il l'a emmené là-bas. Mickey? Lui avait dit l'agent perplexe. Comment un enfant pouvait-il penser que Mickey Mouse enlevait des gens? L'agent supposa qu'il s'agissait d'un détraqué ou d'un kidnappeur, et il était persuadé que les enfants seraient retrouvés. Mais ce qu'il n'arrivait pas à comprendre, c'était d'où venait cette histoire de Mickey Mouse. Oui, Mickey Mouse a mangé Ronnie. Il a aussi mangé l'autre garçon. L'agent resta sans voix. Il cherchait encore quoi répondre lorsque les parents de la fillette se précipitèrent, la grondant et lui disant qu'il lui avait dit de faire attention dans le parc. Puis après avoir remercié l'agent, ils s'en allèrent tous les 3. L'agent savait qu'il ne devait pas trop s'inquiéter des propos de l'enfant concernant Mickey, mais il ne pouvait pas s'empêcher d'y penser. Il attendit la fin de son service, mais au lieu de partir, il se rendit dans la salle de sécurité où des moniteurs affichaient les vidéos des caméras de surveillance. Il demanda aux employés de revoir les images pour chercher Mickey Mouse au moment de la disparition de James. Les vidéos furent rembobinées et les scènes de la journée furent rejouées sur les écrans. Les yeux de l'agent passèrent d'un écran à l'autre jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose. Il demanda alors de mettre la vidéo en pause. Tout le monde dans la pièce se concentra sur l'écran, bien qu'à première vue il n'y avait pas grand-chose à voir.
Mickey Mouse et un petit enfant marchaient vers une porte de salle de maintenance, apparemment à Tomorrowland, près de Space Mountain. Le garçonnet semblait confus, et même un peu effrayé. Intrigué, l'agent décida d'aller vérifier avant de rentrer chez lui. Il ne pouvait pas oublier l'expression du garçon, ni ce que la fillette lui avait dit sur Mickey Mouse. Par précaution, il prit sa radio et ses clés. Il se rendit à Tomorrowland et se retrouva près de Space Mountain. Il y avait une porte rouillée de salle de maintenance sur le côté de l'attraction, presque cachée derrière des poubelles. Il les écarta et tenta d'ouvrir la porte qui était verrouillée. Il sortit ses clés et chercha celle qui pouvait l'ouvrir. Finalement, il réussit à ouvrir la porte avec une clé qu'il n'utilisait jamais. À l'intérieur, la salle de maintenance menait à un vieux tunnel. Les lumières étaient éteintes. L'agent essaya l'interrupteur près de la porte, mais la pièce resta dans l'obscurité. Un vague écho de rats courant dans la pièce se fit entendre. Mais comme il faisait noir, l'agent ne pouvait pas le voir. Il n'avait malheureusement pas pensé à prendre sa lampe torche. Soudain, il sursauta. Sa main se porta à son nez. Il se demandait ce qu'était cette odeur horrible. Ça sentait la viande en décomposition. Il essaya de ne pas respirer, mais l'odeur était déjà dans son nez. Il ne s'arrêta pas pour autant et continua à avancer dans la pièce. La seule source de lumière était la porte qu'il avait laissée grande ouverte. Il espérait que l'odeur ne se propage pas pour que les visiteurs ne la sentent pas. Il supposa que le tunnel passait sous Space Mountain, mais devant lui se trouvait une obscurité d'encre. Il plissa les yeux, espérant que sa vision s'adapte à l'obscurité. Pour l'instant, il distinguait vaguement des silhouettes et des formes. Il commença alors à marcher dans le tunnel, la visibilité diminuant de plus en plus. Ses pas résonnaient sur les murs, semblant marteler le sol en béton. L'agent s'arrêta soudainement à quelques mètres d'un mur de briques. Il supposa qu'il était arrivé à un tournant. Il regarda à gauche, mais il ne vit rien. Il regarda ensuite à droite, et c'est là qu'il aperçut une petite lumière vacillante. Il prit la décision d'aller vers la lumière, gardant sa main sur le mur pour ne pas se perdre. L'odeur semblait empirer. Après une courte marche, il atteignit enfin la lueur qui provenait d'une petite fissure sous une porte métallique. La porte était rouillée et tordue, et l'agent savait qu'il ne faudrait pas beaucoup d'efforts pour l'arracher de ses gonds. Mais ce ne fut pas nécessaire. Il trouva la poignée et ouvrit doucement la porte. Elle grinça en s'ouvrant. L'odeur sembla jaillir de la pièce comme si elle avait hâte de s'en échapper. Il tenta de ne pas vomir face à cette puanteur et il regarda à l'intérieur de la pièce éclairée. Ses yeux mirent un moment à s'adapter à la lumière soudaine. Et lorsque ce fut le cas, il resta bouche bée d'horreur. De petits corps jonchaient la pièce, presque tous ceux qui avaient disparu dans le parc au fil des années. Il reconnut immédiatement James et Ronnie allongés sur le sol avec les autres. Non, il n'était pas simplement allongé, il n'était simplement plus de ce monde. Il sursauta à nouveau et recula d'un pas. Certains corps étaient gravement mutilés. Ce qu'il avait sous les yeux était tellement perturbant qu'il ne savait pas quoi faire. La plupart des corps étaient dans un état effroyable, comme si quelque chose avec des griffes les avait attaqués. C'est alors que quelque chose bougea dans la pièce. L'agent détourna le regard de l'horrible spectacle et vit la chose la plus irréelle qu'il n'ait jamais vue. Un gigantesque Mickey Mouse se tenait dans la pièce, l'observant avec de grands yeux. Quelque chose était à l'intérieur d'un costume de Mickey Mouse. Et là, tout s'éclaircit dans l'esprit de l'agent. Les enfants adoraient Mickey, et c'était très facile de les attirer comme ça. Mais là, tout de suite, ce même Mickey Mouse le fixait de façon étrange. Ils se regardèrent en silence pendant quelques instants. Mais soudain, le bras du costume se leva pour pointer vers lui. Un cri strident sortit de la tête de la mascotte, et la souris se mit à avancer. L'agent complètement paniqué se retourna et courut pour sauver sa vie. Les pas lourds de la mascotte derrière lui l'avertirent que Mickey Mouse le poursuivait dans le long tunnel sombre. Il accéléra le pas. Il savait très bien que la mort était juste derrière lui. Cette chose était assez près pour le poignarder avec ses griffes, assez près pour l'attraper et le ramener dans cette pièce. Mais par chance, l'agent réussit à sortir. Il s'arrêta et cligna des yeux pour y voir plus clair. Comparé à la froideur du tunnel, la lueur des lumières lui semblait chaude et rassurante. Mais lorsqu'il se retourna vers la salle de maintenance, il se demanda pourquoi Mickey ne le suivait pas. Est-ce qu'il avait peur que d'autres personnes soient dehors à l'attendre? Ou est-ce qu'il voulait simplement avoir le temps de s'enfuir? Il se posait des dizaines de questions sans réussir à trouver une réponse. Dans tous les cas, il avait bien trop peur pour essayer quoi que ce soit tout seul. Il s'était échappé, c'est tout ce qui lui importait. Il tendit alors la main pour attraper la poignée à l'intérieur de la pièce et claquer la porte, s'assurant que la chose ne sorte pas.
Il s'attendait à ce que la main de Mickey saisisse sa sienne et le tire à l'intérieur. Mais rien ne se passa. Il ferma alors la porte violemment et soupira profondément. Il était enfin en sécurité. Il traversa le parc jusqu'à la salle de surveillance. En arrivant, il y avait d'autres agents dans la pièce. Il les supplia de le suivre et de prendre leurs armes avec eux, qui étaient normalement réservées aux urgences graves. Lorsqu'on lui demanda de quoi il parlait, il expliqua qu'il avait trouvé les enfants avant de se retourner et de se précipiter à nouveau vers le tunnel. Sans grande conviction, tout le monde le suivit. Ils rentrèrent tous à l'intérieur et ils trouvèrent les enfants, tous éparpillés sur le sol en béton froid. Un costume de Mickey Mouse couvert de sang gisait également dans la pièce, juste à côté des enfants. L'agent de sécurité fut le seul à regarder dans l'obscurité du tunnel pendant que les autres observaient la scène macabre. Il fut également le seul à voir une petite paire d'yeux sombres cligner une fois avant de disparaître dans l'obscurité. C'était clair, peu importe ce que c'était, ce n'était pas humain. L'agent se retourna dans la pièce et vit du sang étalé sur le mur. Ses collègues restèrent silencieux, tous le regard fixé dessus. Le liquide rouge avait été utilisé pour écrire un message simple sur le mur. Toujours parmi vous. Le tunnel de maintenance fut détruit. La porte ensevelie derrière un mur de béton, et Space Mountain fut fermée pendant quelques jours pour être fouillée. L'agent de sécurité, quant à lui, démissionna immédiatement. À ce jour, les enfants crient toujours d'excitation et se précipitent lorsqu'ils voient Mickey Mouse. Et les albums photos se remplissent d'images de la souris emblématique. Tout ça sans se douter une seule seconde qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se cache sous ce costume. Je m'appelle Amélie. Et ce que je vais vous raconter est une mise en garde. Ne faites jamais de pacte avec l'inconnu, peu importe à quel point vous êtes désespéré. Ce que j'ai vécu m'a brisé, et je ne serai plus jamais la même. Si je partage cette histoire, c'est pour que vous ne tombiez pas dans le même piège que moi. Écoutez bien et souvenez-vous, certaines dettes ne se payent pas avec de l'argent. Tout a commencé il y a 5 ans, à l'automne 2020. J'avais 26 ans et ma vie était un gouffre. Né en Martinique, j'avais grandi avec le soleil, les récits de ma grand-mère sur les esprits et les traditions, et une chaleur qui semblait toujours apaiser mes blessures. Mais après m'être installée en France métropolitaine pour mes études, puis pour mon travail, cette lumière s'était éteinte. Mon emploi de comptable à Paris était monotone, mes relations amoureuses se terminaient toujours en désastre, et la solitude me rongeait comme un poison lent. La dépression m'avait engloutie. Chaque matin, je me réveillais avec une boule à la gorge, et chaque soir, je pleurais jusqu'à m'endormir. Un jour, une collègue m'a parlé de la Nouvelle-Orléans. Elle m'a dit que c'était un endroit magique, qu'il y avait de la musique, des couleurs, de l'histoire, et que ça me ferait le plus grand bien. Elle ne savait pas à quel point j'avais besoin d'échapper à ma vie. Alors sur un coup de tête, j'ai réservé un billet d'avion. Je ne connaissais presque rien de cette ville, sinon qu'elle vibrait d'une énergie unique mêlée de jazz, de vaudou et de mystères très semblables à ceux de mon île. Je me suis dit que peut-être que là-bas je pourrais respirer à nouveau. Quand je suis arrivée à la Nouvelle-Orléans, l'air était lourd, saturé d'humidité et d'une odeur sucrée presque surnaturelle. Les rues du vieux carré respiraient une vie que je n'avais jamais connue. Les musiciens jouaient du saxophone sous les lampadaires, les passants riaient, et les bâtiments au balcon en fer forgé semblaient murmurer des secrets. Pourtant, même au milieu de cette effervescence, je me sentais seule. La dépression ne me lâchait pas. Un soir, après avoir erré dans les ruelles, je me suis arrêtée devant une petite boutique sombre, nichée entre 2 bars bruyants. Une pancarte en bois gravée à la main indiquait Madame Zora, voyance et rituels vaudou. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à entrer. Peut-être l'alcool que j'avais bu, ou peut-être ce vide en moi qui criait pour un sens. N'importe lequel. La porte a grincé et une odeur d'encens et de terre humide m'a enveloppée. À l'intérieur, une femme était assise derrière un rideau de perles. Elle devait avoir une 50aine d'années, mais son visage semblait à la fois jeune et ancien, comme si le temps n'avait pas de prise sur elle. Sa peau était d'un brun profond, ses yeux perçants et ses lèvres peintes d'un rouge éclatant. Elle portait un foulard coloré noué autour de la tête et des bracelets qui cliquetaient à chacun de ses mouvements. « Bienvenue, ma chère. Je t'attendais. » a-t-elle dit d'une voix rauque. Je me suis figée. Elle ne pouvait pas m'attendre. Je n'avais jamais mis les pieds ici. Pourtant, son sourire en coin me donnait l'impression qu'elle en savait bien plus sur moi que moi-même. Je veux juste une voyance. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Elle m'a invitée à m'asseoir sur une chaise en bois face à une table entourée de bougies, de cartes et d'objets étranges. Il y avait aussi un crâne d'oiseau, des perles et une fiole remplie d'un liquide sombre. Elle a pris mes mains et ses doigts étaient froids, presque glaciales.
Tu es perdu, n'est-ce pas? Rien ne va dans ton sens. Tu veux t'en sortir. Tu veux une vie meilleure. Mais tu ne sais pas comment l'obtenir. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. Elle a fermé les siens et pendant un moment, le silence a été si lourd que j'ai cru entendre mon propre cœur battre. Puis, elle a réouvert les yeux et son regard était différent, plus sombre, comme si elle voyait à travers moi. Je peux t'aider, mais il faut faire un rituel qui changera tout pour toi et qui te fera obtenir tout ce que tu veux. Mais pour ça, il faut faire un pacte avec Papa Legba. Je ne connaissais pas ce Papa Legba. Ma grand-mère m'avait parlé d'esprit, mais jamais de lui. Qui est-ce? Ai-je demandé mal à l'aise. Madame Zora a souri, mais son sourire cachait quelque chose. Une ombre, une vérité qu'elle ne voulait pas révéler. Papa Legba est le gardien des carrefours, celui qui ouvre les portes entre ce monde et l'autre. Si tu lui fais une offrande, il peut changer ta vie. Mais tu ne sauras jamais ce qu'il te demandera réellement en retour. Je n'ai pas réfléchi. J'étais désespérée et prête à tout. Oui, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Madame Zora m'a donné des instructions précises. Ce soir-là, à minuit, je devais me rendre à un carrefour isolé près du bayou Saint-Jean. Je devais ramener une bouteille de rhum, 3 pièces de monnaie et un dessin de ce que je désirais le plus. Une vie heureuse. Elle m'a aussi donné une prière à réciter, écrite sur un bout de papier jauni. Cette nuit-là, j'ai suivi les instructions à la lettre. Le carrefour était désert, éclairé seulement par la lune. L'air était étrangement immobile et les bruits de grenouilles et d'insectes semblaient étouffés, comme si le monde retenait son souffle. J'ai disposé les pièces en triangle, versé le rhum sur le sol et tracé un symbole que Madame Zora m'avait montré, une sorte de croix avec des spirales aux extrémités. Puis, j'ai lu la prière. Les mots étaient en créole. Cependant, ce n'était pas le même créole que j'avais l'habitude de parler. Pourtant, il résonnait dans ma poitrine comme un tambour. À mesure que je lisais, l'air devenait lourd et froid. J'ai senti une présence comme si quelqu'un m'observait depuis l'obscurité. Mes mains tremblaient, mais je continuais. Quand j'ai prononcé le dernier mot, un vent glacial a soufflé éteignant la bougie que j'avais posée au sol. Amélie. Une voix grave, rauque, a murmuré mon nom. J'ai sursauté en regardant autour de moi, mais il n'y avait personne. Pourtant, je pouvais le sentir. Une présence immense, ancienne qui pesait sur moi comme une montagne. Tu veux une nouvelle vie, n'est-ce pas? La voix semblait venir de partout et de nulle part à la fois. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Très bien. Je t'accorde ce que tu désires. Mais un jour, je viendrai réclamer une faveur. J'ai voulu demander ce qu'il voulait, mais la présence s'était évanouie aussi vite qu'elle était apparue. Le silence est revenu, oppressant. J'ai ramassé mes affaires et je suis rentrée à mon hôtel le cœur battant. Cette nuit-là, j'ai fait des cauchemars. Un homme au chapeau avec des yeux rouges et un sourire tordu me poursuivait dans un labyrinthe de carrefours sans fin. De retour en France, ma vie a changé du tout au tout. Quelques semaines après mon voyage, j'ai décroché une promotion inattendue au travail. Mon salaire a doublé et mes collègues autrefois distants me traitaient avec respect. Peu après, j'ai rencontré Julien, un homme doux et attentionné qui m'a fait oublier toutes mes peines d'amour passées. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard et j'ai donné naissance à une petite fille, Anaya. En 2023, tout semblait parfait, trop parfait. Au fil des années, le souvenir du rituel s'est estompé. J'ai relégué cette nuit au carrefour à une impulsion de voyage, un moment de faiblesse. Je me disais que Papa Legba n'était qu'une légende, que Madame Zora n'était qu'un charlatan, que j'avais juste repris le contrôle de ma vie et que rien ne pouvait m'atteindre. Mais tout a basculé la nuit où Anaya est née. Dans la salle d'accouchement, épuisée mais heureuse, j'ai tenu ma fille dans mes bras pour la première fois. Elle était parfaite, avec ses petits poings serrés et ses yeux curieux. Mais alors que je la regardais, une ombre a traversé la pièce, une silhouette indistincte portant un chapeau. J'ai cligné des yeux et elle avait disparu. J'ai donc mis ça sur le compte de la fatigue. Mais les visions ont continué. Dans les semaines qui ont suivi, je voyais cette silhouette partout. Dans les reflets des vitres, au coin des rues, même dans mes rêves. Chaque fois, elle était plus nette, plus proche. Un homme vêtu de noir avec un visage émacié et un sourire qui ne quittait jamais ses lèvres. Ses yeux brillaient d'une lueur rougeâtre comme des braises, et chaque fois il murmurait « Amélie, le moment approche. » Un soir, alors que je berçais Anaya pour l'endormir, il est apparu. Pas dans un reflet, pas dans un rêve. Il était vraiment là, dans ma chambre,
C'est la première fois que je le voyais distinctement. Il était grand et maigre, vêtu d'un costume élimé, et il tenait une canne surmontée d'un crâne. Son chapeau projetait une ombre qui semblait engloutir la lumière. J'ai serré Anaya contre moi, mon cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je crié, réveillant ma fille qui s'est mise à pleurer. Il a ri, un son qui semblait venir des profondeurs de la terre. « Ton enfant, Amélie, c'est le prix de la vie que je t'ai donné. » J'ai refusé en hurlant qu'il n'aurait jamais Anaya. Il m'a regardé et son sourire s'est élargi, révélant des dents pointues comme celles d'un prédateur. Puis il a disparu, ne laissant derrière lui qu'une odeur de rhum et de cendre. À partir de ce moment, ma vie s'est effondrée. Anaya pleurait sans arrêt, comme si elle sentait une présence malveillante. Julien, d'abord patient, a fini par s'éloigner. Il me reprochait d'être paranoïaque, de ne plus être la femme qu'il avait aimée. Puis un jour, il est parti, emportant ses affaires sans un mot. Au travail, une erreur que je n'avais pas commise m'a valu un licenciement. Mes économies ont fondu comme neige au soleil, et puis l'horreur a empiré. Mes dents, elles ont commencé à se déchausser, tombant une à une sans raison médicale. Chaque matin, je me réveillais avec du sang dans la bouche, avec le souvenir de la silhouette de Papa Legba dans mes cauchemars. Je savais ce qu'il voulait. Chaque nuit, il apparaissait en répétant « Donne-moi l'enfant, Amélie, c'est le pari. » J'ai essayé de résister. J'ai consulté des prêtres, des médiums, même un marabout. Aucun n'a pu m'aider. L'un d'eux, un vieil homme aux yeux effrayés, m'a dit « Vous avez invoqué Papa Legba. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Il ne pardonne pas une dette. » Un soir, à bout de force, je me suis effondrée. Anaya hurlait dans son berceau, et l'appartement semblait vibrer d'une énergie malsaine. Papa Legba est apparu, plus réel que jamais. Finissons-en, Amélie. Donne-moi l'enfant ou tu perdras tout. J'ai pleuré, supplié, mais il était implacable. À cet instant, j'ai compris que je n'avais pas le choix. Si je continuais à résister, il me prendrait tout. Anaya, ma santé, ma vie. Avec le cœur brisé, j'ai pris ma fille dans mes bras une dernière fois, embrassant son front. Puis je l'ai posée au centre de la pièce, là où j'avais tracé le symbole de Papa Legba avec du sel et du rhum. Il est apparu immédiatement, son sourire plus large que jamais. Sage décision. Il a tendu une main squelettique et Léa a disparu dans un éclat de lumière froide. L'appartement est redevenu silencieux, mais ce silence était pire que tout. J'étais seule, brisée, et ma fille était partie. Aujourd'hui, je me sens comme une coquille vide. J'ai tout perdu. Non seulement je n'ai plus ma fille, mais mon mari et ma santé ne sont pas revenus. Et ne parlons pas de mon avenir. Je ne dors plus, car à chaque fois que je ferme les yeux, je vois Papa Legba et son sourire. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire, pour vous prévenir. Ne faites jamais de pacte avec lui. Peu importe ce qu'on vous promet, peu importe à quel point vous êtes désespéré. Certaines dettes sont trop lourdes à payer. Alors, si vous allez à la Nouvelle-Orléans, méfiez-vous des boutiques sombres et des femmes au sourire énigmatique. Méfiez-vous des carrefours sous la lune. Et surtout, méfiez-vous de Papa Legba. Il est toujours là à attendre au croisement des chemins, prêt à offrir une vie meilleure. Seulement, ce sera toujours à un prix que vous ne pourrez jamais imaginer. À la fin de l'été 1965, 2 cadavres inidentifiables se sont échoués sur une plage, juste au nord de Fish Creek dans le Wisconsin. Retrouvés à peu près 10 mètres du point de repère de la marée basse, il a été présumé qu'ils avaient été ramenés par les vagues. En regardant les 2 corps, on pouvait sans aucun doute dire qu'ils avaient subi des blessures brutales. L'un des 2 avait le crâne enfoncé, sûrement causé par un gros marteau ou un autre objet contendant. L'équipe de médecins légistes était très réticente à révéler la cause de ces horribles blessures. Les corps étaient si mutilés qu'il en était même impossible d'identifier leur sexe. Leurs organes génitaux ainsi que les glandes spécifiques à leur genre avaient été retirés ainsi que leur poitrine. 4 jours après la soudaine apparition des 2 corps, le nombre de suicides dans le Wisconsin a quadruplé, passant d'à peine 50 par jour à presque 200 au 4e jour. Cependant, les corps avaient disparu du laboratoire scientifique de Green Bay au 5e jour. Lorsque la police a été contactée, ils ont réussi à pister l'un des corps jusqu'à une ferme à environ 7 km au sud de Green Bay. La ferme était abandonnée depuis plusieurs mois apparemment, et une partie de celle-ci s'était même effondrée. En dessous des débris, ils ont retrouvé le corps qui était désormais carbonisé,
On aurait dit que la personne qui avait enlevé le corps avait essayé de l'incinérer. Il n'y avait aucune trace du second corps, même après des recherches approfondies. Un rapport officiel a été rédigé par le département de police de Green Bay. Voilà ce qu'il disait. Ou plutôt, en voici l'un des passages. Les recherches initiales n'ont pas permis la récupération du deuxième corps, même si des traces d'ADN correspondant à celui-ci ont été retrouvées tout autour de la propriété de la ferme. Même si rien ne peut être confirmé pour le moment, il semblerait que l'individu responsable du vol du premier corps a réussi à l'incinérer complètement, contrairement au deuxième. À cette date, le 28 septembre 1965, aucune nouvelle piste n'a été trouvée. L'affaire est toujours ouverte, mais le nombre d'officiers affectés à ce dossier a été réduit par manque d'effectifs. L'affaire était seulement traitée par 3 officiers, dont les noms officiels ont été camouflés pour des raisons de sécurité. Le plus vieux des 3 est appelé Charlie Gray dans les documents. Le dossier n'était pas pris au sérieux par les autres officiers, et le terme Charlie Gray est devenu un terme de moquerie dans le département de police du Wisconsin. Et cela désignait généralement un officier paresseux ou qui faisait semblant d'effectuer son travail. Puis le 11 mai 1986, les 3 officiers qui restaient sur l'affaire ont trouvé une simple VHS posée sur l'un des bureaux du département de police. Sur la petite étiquette blanche qui était collée dessus, il y avait écrit « Falsus immortalis vapulis eximo ». Bien sûr, la cassette a été passée au rayon X pour s'assurer qu'il n'y avait rien d'autre à l'intérieur. Et vu que ce n'était pas le cas, les 3 officiers ont regardé la vidéo, mais ont réalisé qu'elle était presque entièrement remplie d'interférences visuelles. Ils ont été forcés de regarder 5 heures de neige sur l'écran, avant qu'une vidéo n'apparaisse soudainement, précédée de 5 bips aigus. Le grain film était épais, et la vidéo en noir et blanc. La personne qui tenait la caméra semblait trembler énormément, ce qui rendait l'analyse de la vidéo encore plus compliquée. Cependant, il était très clair que la personne qui se trouvait devant l'objectif, et qui avait l'air d'être une femme au vu de ses cris, avait été bâillonnée et un horrible masque trônait sur son visage. Elle était couchée sur le ventre sur un sol en acier, entourée de silhouettes noires. La personne qui tenait la caméra la tenait de telle façon à ce que l'on ne voit que les pieds et les jambes des nombreuses silhouettes autour de la victime. Les policiers ont regardé avec horreur, alors qu'une des silhouettes s'est mise à genoux à côté de la femme. Il était placé dos à la caméra, ce qui rendait l'identification impossible. Puis l'instant d'après, il a sorti un long fil barbelé de son par-dessus. Il a ensuite continué en enroulant le fil tranchant autour de la gorge de la pauvre femme. Les cris d'agonie qu'elle poussait étaient insupportables. La silhouette s'est mise à tourner la tête, comme si elle voulait regarder la caméra, mais elle s'est stoppée juste avant que son visage ne soit dévoilé. Puis, elle a levé sa main en écartant les doigts et l'a placée devant son propre visage. Et aussi soudainement que la vidéo avait commencé, elle s'était arrêtée, laissant les officiers choqués et perplexes. Ils n'avaient aucune idée de l'origine de cette vidéo. Ils ont mis la cassette dans les archives, mais sans piste à exploiter. L'affaire a été mise de côté, tout comme l'incident des cadavres de Green Bay. Mais 3 ans plus tard, une deuxième cassette a fait son apparition. Cette fois-ci, elle s'appelait Famulus Ostendo Umbra Rex. Dans celle-ci, il n'y avait que 4 heures d'interférence, et seulement 4 bips ont été entendus avant que la vidéo n'apparaisse soudainement. Cette fois-ci, la femme était beaucoup plus visible. Elle portait une camisole de force, mais aussi l'horrible masque de la première vidéo. Une silhouette masculine s'est approchée d'elle, et la victime a tenté de reculer, mais elle ne semblait pas pouvoir aller très loin. La silhouette portait les mêmes habits que dans la première vidéo. Mais cette fois-ci, c'est un couteau qui a été sorti du par-dessus, avant d'être lentement enfoncé dans le bras droit de la femme. Un cri étouffé a pu être entendu, avant que la vidéo ne s'arrête brutalement, rendant la pièce entièrement silencieuse. Depuis l'arrivée de la première cassette, 2 des officiers avaient été remplacés, et il ne restait donc plus que Charlie Gray, des 3 officiers originaux. Il avait remarqué un schéma dans les titres en latin des cassettes. En prenant la première lettre de chaque mot de la phrase, cela éplait quelque chose. En anglais, ça donnait 5 pour la première cassette et 4 pour la seconde. Cela voulait dire qu'il restait très certainement encore 3 cassettes à visionner. De la peur avait envahi les 3 officiers chargés de l'enquête, vu qu'ils savaient qu'ils n'avaient aucune piste. Les cassettes 3 et 2 sont encore entourées de mystères, mais le titre des 2 premières cassettes avait été traduite. Elle voulait dire « Faux immortel battu à libérer » et le serviteur montrant au Seigneur des Ténèbres. Grâce à cela, les officiers étaient maintenant sûrs que les cassettes avaient été envoyées par une secte étrange. Et ils ont donc écrit un rapport aux autres départements de la police du Wisconsin. Des consignes pour enquêter sur toutes les activités suspectes et religieuses. La dernière cassette, cependant,
est devenu une légende dans le département de police de Green Bay. C'est en 1990 que la police a reçu cette dernière cassette. Elle s'appelait simplement The Twilight Tango, le tango du crépuscule. Sur cette dernière, il n'y avait pas d'interférence, et la vidéo a démarré sur l'image qui va vous être affichée à l'écran. Une silhouette sombre accroupie sur le sol, un masque blanc effrayant posé sur le visage, fixant directement la caméra de ses orbites vides. Elle s'était tout à coup mise à ramper soudainement en direction de la caméra, ce qui a poussé la personne qui filmait à reculer lentement. 2 autres silhouettes étaient visibles en arrière-plan. Et alors que la vidéo continuait, la caméra a dévié légèrement vers le haut, dévoilant les silhouettes de 2 personnes portant d'horribles blessures. L'une des 2 semblait avoir la tête enfoncée, sûrement provoquée par un objet tel qu'un marteau ou une lourde masse, tandis que l'autre, quant à lui, était couvert de blessures et de cendres. La silhouette qui portait le masque s'est arrêtée brusquement d'avancer et s'est mise à fixer quelque chose derrière la personne qui filmait. La caméra s'est alors retournée pour montrer 2 personnes assises à un bureau en train de regarder une vidéo. Là, la voix du premier officier s'était élevée. « Wow, c'est vraiment effrayant. Je vais aller chercher Richard pour lui montrer ça. Il adore ce genre de... » Et il s'était arrêté au beau milieu de sa phrase en réalisant que sa voix avait l'air bizarre. C'était comme s'il y avait un écho. Il s'est retourné et son collègue s'est mis à crier en voyant qu'un des hommes de la vidéo s'est retourné au même moment. La vidéo était en direct. La caméra est alors revenue sur la silhouette qui portait un masque. Elle avait un doigt placé sur ses lèvres. Les officiers ont sorti leurs fusils et se sont mis à tirer derrière eux même s'ils ne voyaient rien. Il n'y avait aucune silhouette. En se retournant vers la vidéo, ils ont pu constater qu'il n'y avait plus que des interférences. Plusieurs de leurs collègues sont entrés dans la pièce et ont exigé de voir la cassette. Mais lorsqu'ils l'ont rembobinée, il ne restait dessus que des interférences. En étudiant les autres cassettes, ils se sont rendus compte qu'elles étaient toutes dénuées de contenu. Tout le monde était effrayé et beaucoup avaient même menacé de démissionner. Pendant le chaos, le premier officier a décidé de rentrer chez lui pour éviter d'être désigné comme celui qui allait devoir s'occuper de la paperasse. Après le dîner, il est parti se coucher. Il s'est réveillé au crépuscule de la sueur coulant sur son corps. Vu qu'il avait entendu un étrange bruit de craquement provenant du bas de ses escaliers, il a sorti son arme de service et une lampe torche de sa table de nuit, avant de partir vérifier pièce par pièce son appartement. Elles étaient toutes vides, et il n'y avait aucune preuve que qui que ce soit se soit introduit chez lui. Cependant, en retournant dans sa chambre, il a découvert une cassette posée juste à côté de son lit. Après tout ce qu'il avait vécu, il avait vraiment envie de s'en débarrasser. Mais la curiosité l'a incité à se laisser tomber plus profondément dans ce mystère. Il s'est installé sur son canapé, la main fermement serrée contre son arme, puis il a démarré la vidéo. La cassette débutait avec un plan fixe sur le mot 0, en grosses lettres blanches. Ensuite, il n'y avait que du silence. Un silence inquiétant d'environ 30 minutes. L'officier était bien trop effrayé pour aller éteindre la télé. Après de longues minutes, il a cependant réussi à se lever. Il s'est approché du téléviseur et a appuyé sur le bouton pour l'éteindre. Mais ça n'a pas fonctionné. Le silence ainsi que les interférences de l'écran ont tout simplement continué. Perplexe, il a essayé de nouveau mais rien à faire. Alors il s'est baissé et a débranché la télé. En voyant qu'il n'y avait plus rien à l'écran, il a bruyamment soupiré de soulagement. Mais ce soulagement n'a pas duré longtemps, car au même moment, il a entendu comme un écho. La peur grandissante, il s'est contenté de regarder en dessous du meuble de la télévision. Son cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Son regard s'est porté au-delà des nombreux fils et de la poussière. Et finalement, il a regardé le sol juste devant la télé. C'était vide. Il n'y avait que le sol recouvert de moquettes, la lumière tamisée des lampadaires qui étaient dehors et un peu de poussière. Des sueurs froides coulant le long de son dos, il s'est mis à chercher de nouveau en fermant chaque porte derrière lui une fois qu'il les avait vérifiées. Enfin, il s'est dépêché de rentrer sous ses couvertures. La nuit a semblé interminable pour lui, et il a tourné encore et encore dans son lit, alternant les moments de sommeil et d'éveil. Puis, il a fini par être réveillé à nouveau par un craquement. Immédiatement, il s'est laissé tomber sur le sol de sa chambre, en essayant de voir si une personne ou quelque chose d'autre se trouvait de l'autre côté du lit. Mais il n'y avait rien. Rien, si ce n'est que 2 pieds, posés lourdement sur la moquette. Les pieds étaient en posture de pointe, comme si l'individu auquel ils appartenaient était penché au-dessus du lit. Et c'est à ce moment-là qu'il a senti une respiration froide sur l'arrière de sa nuque. L'officier a été retrouvé mort sur le trottoir, 17 étages en dessous de son appartement. Sa mort a été catégorisée comme étant un suicide et ajoutée au nombre grandissant de tragédies qui s'abattaient sur le Wisconsin.
En 4 jours, le nombre de suicides avait bien quadruplé, et des témoignages de personnes parlaient de cassettes vendues à prix exorbitant, ne contenant pourtant que des interférences, sauf l'une d'elles, où l'on voit très clairement tous les déboires de l'officier avant qu'il ne se fasse défenestrer par l'homme au masque. Je n'ai plus beaucoup de temps. Ils viennent pour moi et ce n'est qu'une question de minutes avant qu'ils ne me retrouvent. Je suis assise dans cette cabane abandonnée que j'ai trouvée dans les bois, utilisant seulement les rayons de lune qui filtrent à travers les fenêtres brisées pour écrire ceci. Je sais que c'est ma dernière chance de prévenir tout le monde, de leur dire de trouver un abri et de se cacher. Se cacher. Jamais en 1000 ans je n'aurais pensé utiliser ce mot pour moi-même. J'arrive à peine à écrire. Mes mains tremblent si violemment. Le sang sur mes doigts tache le papier tandis que j'essaie de le faire. Je suis désolée. Tellement désolée que les choses en soient arrivées là, que j'ai dû me cacher comme une sorte d'animal. Ils sont tous morts. Mes amis, mes camarades. Jess fut la première à tomber. Ils l'ont attrapée alors qu'on quittait l'ancien moulin en ville. Je ne sais même pas comment ils ont découvert qu'on se cachait là. Mais ils l'ont fait. On était en train de préparer nos sacs, en prenant autant que chacun pouvait porter sur son dos. On a entendu les portes d'entrée du moulin céder sous leurs coups, leurs pas bottés résonnant dans le bâtiment vide alors qu'ils couraient à notre recherche. On a pris ce qu'on avait et on s'est précipité vers le toit. Mais Jess a oublié quelque chose, un médaillon ou je ne sais quoi. Je lui ai dit de le laisser, qu'on reviendrait le chercher plus tard. Mais elle n'a pas pu s'y résoudre. Elle m'avait raconté un jour que ce médaillon était un cadeau d'une autre vie, d'un temps qu'elle n'oublierait jamais. Un amant perdu à la guerre. Ça ne m'a donc pas surprise qu'elle refuse de le laisser. Mais j'ai quand même essayé de la supplier de venir avec nous, que ça n'en valait pas la peine. Les autres ont bien essayé de la convaincre aussi, mais ce sont eux qui m'ont dit d'abandonner. Ce sont eux qui m'ont dit qu'on devait fuir. La pluie venait de commencer à tomber quand on a couru sur le toit. On entendait à peine les premiers coups de feu par-dessus le grondement sourd du tonnerre au-dessus de nous. Les premiers cris résonnent encore dans mes oreilles. Je les entends comme s'ils sont toujours autour de moi. Ces cris m'ont glacé le sang. Et l'air s'est rempli des sons de la mort. Puis, le silence. Nous 4, on descendait les échelles quand ce silence a envahi nos oreilles. Un bruit assourdissant. On s'est arrêté net. On n'aurait pas dû le faire, mais on l'a fait. Luc était déjà au sol. Il avait toujours été le plus rapide d'entre nous 5. Il regardait vers le toit tout comme nous. Zach était juste en dessous de moi sur l'échelle. Abby était au-dessus, figée en attente. J'aurais dû savoir qu'elle appellerait Jess depuis le toit. Elle n'aurait jamais dû crier son nom. On aurait peut-être pu s'en sortir si elle ne l'avait pas fait. Quelques secondes après qu'Abby ait crié, on a vu une silhouette noire se pencher au bord du toit. Et je sais que mes yeux se sont écarquillés comme ceux des autres. Cette silhouette noire, menaçante. J'avais entendu tant d'histoires sur les chiens noirs comme présage ou les chats noirs, les corbeaux et les corneilles. Mais je n'avais jamais eu aussi peur qu'à ce moment-là, en fixant cette silhouette sans visage qui nous observait. C'est Zach qui a brisé le silence. Il a hurlé qu'on devait sauter et courir. On était encore à mi-hauteur du bâtiment sur les échelles et, en regardant en bas, je me souviens avoir vu Luc, qui nous criait quelque chose. Je n'entendais pas ce qu'il disait. Les coups de feu étaient bien trop forts autour de nous. Je n'ai pas eu le temps de sauter. Zach m'a attrapé la cheville et m'a tiré fort, me forçant à lâcher les barreaux de l'échelle. Abby avait déjà sauté sur le côté en se jetant au sol en bas. Elle avait toujours fait ce genre de saut avec une précision et une grâce incroyables. Elle avait été danseuse autrefois, il y a bien longtemps. Elle a atterri presque naturellement, roulant quelques mètres avant de se lever et d'attraper Luc, essayant de l'entraîner avec elle en disant qu'on les rattraperait. J'ai senti le sol avant de le voir, et j'ai senti mes genoux et mes paumes râper contre sa surface rugueuse. Mais Zach était là, avec moi, me relevant et me mettant sur pied. Luc était autour de nous, essayant de nous faire avancer. Tout allait si vite. Je me souviens avoir jeté un bref regard vers le toit du moulin et vu 8 silhouettes noires, toutes tirant dans notre direction. Mais on était plus rapide qu'il ne l'avait prévu. On n'était pas Jess, on n'était pas imprudent, à foncer aveuglément comme elle l'avait fait. Ensuite, nous avons couru dans l'allée entre l'ancienne épicerie et le fleuriste. Zach m'avait emmené là une fois. C'était l'un des seuls endroits dans cette petite ville qui vendait notre marque de boisson préférée. C'était à l'époque où je l'avais rencontré, juste après être arrivé dans la ville. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier.
ses cheveux sombres et ses yeux d'un violet éclatant. Il était charmant et poli, mais si mystérieux. J'avais tellement soif après avoir erré dans les bois autour de la ville, tellement faim. Je ne sais toujours pas comment on a réussi à s'échapper du moulin, mais on savait que ça n'avait pas été sans sacrifice. Personne n'a posé de questions sur Jess. Personne n'a demandé si elle nous rejoindrait ou où elle pouvait être. C'était comme si nous savions tous la réponse sans avoir besoin de la formuler. Je savais. Il n'y avait aucune chance qu'elle s'en soit sortie vivante. Il l'avait tuée, comme il nous tuerait s'il nous attrapait. Luc fut le premier à parler alors qu'on traversait la rue principale. On se dirigeait vers l'ancien cinéma. Il a dit ce que nous savions tous. Il fallait partir, courir aussi vite que possible et quitter cet endroit. Il nous a parlé d'un sanctuaire, un lieu où on serait tous en sécurité. Saint-Louis. Je n'y étais jamais allée, mais je savais que c'était à au moins 1h30 de notre petite ville de Herman. Zach, lui, a demandé comment on pourrait y arriver, et Luc a juste répondu qu'on trouverait un moyen. J'avais presque l'impression que Luc savait ce qui allait se passer, mais qu'il avait trop peur pour nous le dire. Abby vérifiait déjà le cinéma, s'assurant qu'on était en sécurité, du moins pour le moment. Elle était la plus silencieuse de nous tous, alors elle se portait toujours volontaire pour explorer les lieux quand on en avait besoin. Mais quand elle est revenue, rien ne nous avait préparé à ce qui nous attendait. Elle n'avait plus de couleur sur son visage, ce qui était déjà beaucoup dire vu sa peau si pâle. Elle nous a simplement dit qu'on ne pouvait pas rester ici. Mais bien sûr, quand Luc lui a demandé pourquoi et qu'elle n'a pas répondu, il l'a poussée sur le côté et est rentré dans la salle numéro 1. J'ai eu tort de le suivre. J'aurais dû écouter Zach quand il m'a dit de rester avec Abby. Ma main s'est portée à mon visage dès que je suis rentrée dans la salle sombre. J'ai couvert ma bouche et mon nez. L'odeur du sang était si forte qu'elle m'a retourné l'estomac. Il y avait au moins 15 personnes, toutes mortes. Des douilles de balles jonchaient le sol et les corps étaient jetés sur les sièges et dans les allées. Zach m'a expliqué plus tard que c'était là qu'ils avaient attiré tout le monde au début. Que c'était comme ça qu'ils avaient abattu autant d'entre nous si vite. Je ne comprenais toujours pas ce qui se passait, mais j'avais trop peur pour poser la question. Abby est arrivée en courant dans la salle peu après, nous disant qu'il fallait partir immédiatement. On n'a pas posé de questions, on n'en avait pas besoin. Zach a couru vers le fond du cinéma derrière l'écran, et il a poussé la porte vers l'allée de derrière. On a couru aussi vite que possible. On a quitté notre refuge temporaire, on s'est replié dans la pluie, qui tombait maintenant à verse comme si des seaux d'eau se déversaient sur nous. Il fallait atteindre la forêt, là où on aurait une couverture constante et une relative sécurité. Mais c'était à au moins 8 pâtés de maison dans n'importe quelle direction. On était presque au centre de la ville. Luc pensait qu'on devrait se diriger vers la gare routière à l'est de la ville. C'était le plus logique puisque Saint-Louis était à l'est. Mais Zach a dit que ce serait trop évident, qu'il nous y attendait probablement et que les routes étaient sans doute bloquées. Abby, elle, voyait les choses différemment. Elle était restée silencieuse jusque-là. Mais elle a fini par dire qu'on devrait retourner chercher Jess. Zach l'a juste regardé. Luc a répondu un non sans détour. Mais Abby n'était pas prête à accepter cette réponse. Elle s'est mise à pleurer ou peut-être que c'était juste la pluie qui lui coulait sur le visage. Elle a demandé ce qu'il adviendrait si Jess était encore en vie et avait besoin d'aide. Nous trois, on savait qu'on ne pouvait pas y retourner, que Jess soit vivante ou non. Mais Abby ne voulait pas l'entendre. Je l'ai supplié de parler moins fort, mais bientôt elle criait, nous traitant de monstres, et elle disait que tout était notre faute. Elle a fini par dire qu'elle y retournerait seule, qu'elle allait chercher Jess. Elle reculait encore et encore, et nous, on essayait de la retenir, de la calmer et de la faire réfléchir. Mais alors qu'elle se dirigeait vers l'allée latérale du cinéma, sa tête a basculé sur le côté et un jet de sang a jailli du côté gauche de son crâne. Elle a émis un son, un gémissement écœurant, comme si elle essayait encore de parler. Puis, elle s'est effondrée sur le sol. Je sais que j'ai crié, même si je n'aurais pas dû. Parce que Zach m'a saisi par le bras et m'a tiré alors que lui et Luc se sont mis à courir dans l'autre direction. Vers l'est donc. J'étais sous le choc. Je n'avais même pas entendu le coup de feu avant qu'elle ne tombe au sol. Abby et Jess étaient les deuxièmes personnes que j'avais rencontrées en arrivant ici. Elles étaient à l'épicerie achetant la même marque de boisson que Zach m'achetait. C'étaient de belles filles, des meilleures amies. Elles étaient depuis si longtemps qu'elles ne s'en souvenaient même plus. En tout cas, elles étaient inséparables. En fait, au fil des nombreuses années, je ne me rappelle que d'une poignée de fois où elles avaient été séparées. Jess était amoureuse de Luc. Mais Luc, lui, il aimait Abby. Malheureusement, Abby n'avait jamais surmonté la perte de son amour passé. On a couru dans cette allée aussi vite qu'on pouvait. On ne s'est même pas retourné. On tournait dans une ruelle, puis une autre, zigzagant entre les bâtiments et faisant de notre mieux pour éviter les rues principales. On n'a vu personne jusqu'à ce qu'on arrive à la gare routière.
La gare de Herman était petite. Rien d'innovant ou de glamour. Juste une petite station en plein air avec des kiosques où on vendait les billets. C'était silencieux là-bas. Luc s'attendait à trouver au moins 1 ou 2 bus, car il y en avait habituellement en réserve pour les urgences, mais ils avaient disparu. Apparemment, ils avaient évacué depuis 1 jour ou 2 en silence, comme s'ils savaient qui ils voulaient sauver et qui ils laissaient derrière. Il fallait qu'on parte à pied d'ici, marcher jusqu'à Saint-Louis. Luc a même pris une carte dans un kiosque à proximité, juste pour qu'on sache où aller et quoi éviter. Il avait fait le trajet jusqu'à Saint-Louis plusieurs fois, mais ce n'était pas notre cas à nous. Malheureusement, on a baissé notre garde. On a cru qu'on était libre, qu'on avait une issue et qu'on allait s'en sortir. On a commencé à marcher vers la lisière des bois et on n'a pas pris la peine de vérifier derrière nous. On a été stupides. Luc les a entendus en premier, ses bottes de combat lourdes qui claquaient contre le béton alors qu'il courait. On commençait à en avoir l'habitude, mais il nous a dit qu'il fallait partir. Et il a demandé à Zach de me protéger. Ils avaient leurs armes levées et s'étaient mis à tirer avant même que je comprenne ce qui se passait. J'ai entendu les balles ricocher autour de nous alors que Zach me tirait par la main vers les arbres. Je n'ai pas osé regarder Luc en arrière. J'entendais à nouveau les cris comme au moulin. Des gens mouraient. Luc mourait. Pendant qu'on s'échappait, j'ai demandé à Zach ce qui se passait. Pourquoi ça nous arrivait? Je pensais qu'on avait une immunité du gouvernement, qu'on était en sécurité, qu'on pouvait vivre. Zach m'a dit que l'immunité était terminée, que le nouveau président avait annulé les accords et nous avait tous déclaré menace pour la nation. Il nous a traités de monstres. Il a dit qu'on n'avait plus de raison d'être ici. Zach m'a dit qu'on ne serait plus jamais en sécurité, que tout ce qu'on pouvait faire, c'était atteindre Saint-Louis où une maison sécurisée avait été construite, juste au cas où quelque chose comme ça arriverait. De ce moment jusqu'à maintenant, assise dans cette cabane, tout est encore flou. Ce que je sais, c'est qu'on a continué pendant un bon moment vers l'est. Il faisait nuit quand le bruit des hélicoptères a commencé à se faire entendre de loin. Zach m'a dit de ne pas m'inquiéter, de continuer à avancer. Mais j'avais ce sentiment de terreur qui grandissait en moi. On était au milieu de nulle part et je n'avais aucune idée d'où on était ni dans quelle direction aller. Zach me guidait à chaque pas et je lui faisais confiance comme je l'avais toujours fait depuis le jour de notre rencontre. Il avait été mon sauveur, mon protecteur. Il m'avait reconnu dès que j'étais arrivée à Herman. Il savait que j'étais quelqu'un qui avait besoin de protection. Il m'a présenté à ses amis, m'a emmené au moulin, m'a montré ce que c'était de faire confiance et d'avoir des amis à nouveau. Et même maintenant, alors que sa vie était en jeu, alors qu'il savait qu'en me laissant derrière, il pourrait se sauver, il m'a protégée. Il m'avait appris tant de choses au fil des années. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. J'avais tellement compté sur lui que maintenant, je ne voulais pas penser à ce qui arriverait si on était séparés. Mais on a été séparés. Après avoir entendu ces hélicoptères au loin, on a entendu les chiens, puis les hommes. Ils étaient bruyants en nous traquant à travers les bois, sans chercher à cacher qu'ils étaient proches. C'était comme un jeu du chat et de la souris pour eux. Les chasseurs étaient devenus les chassés. Quand ils ont commencé à nous encercler, Zach m'a caché dans des buissons et il m'a dit de saisir la première occasion pour m'enfuir. Je ne voulais pas. Je voulais rester là et mourir avec lui. Je suis restée assez longtemps pour voir le début du combat. Ils l'ont roué de coups de pied et de coups de poing. Et il a encaissé chaque coup, même si on savait tous qu'il pouvait se défendre. Il les retardait, il me sauvait. Il m'a fallu chaque fibre de mon être pour ne pas crier son nom, hurler alors que je les voyais le provoquer et le poignarder. Il riait de lui, l'insultait, le défiait de riposter comme les autres. Mais il ne l'a pas fait. Il a juste regardé vers l'endroit où il m'avait caché et il a fermé les yeux. Je ne sais toujours pas comment je m'en suis sortie, ni même quand. Je sais juste que j'ai couru au moment où ils ont tiré la première balle. J'ai couru pendant ce qui m'a semblé être des heures. J'ai couru jusqu'à ce que ma poitrine brûle et que mon corps me fasse mal. Aussi vite que je pouvais, et mettant autant de distance que possible entre eux et moi. Maintenant, je suis ici, cachée. J'entends les hélicoptères au loin. Je pourrais essayer de fuir, mais je ne sais pas où aller. Alors je vais me battre. Je dois le faire. C'est dans ma nature après tout. J'ai déjà bu ma dernière bouteille de Fangs. Et je me souviens de cette première bouteille que Zach m'a donnée. Le gouvernement avait créé ça pour nous. Pour apaiser notre faim afin qu'on n'ait pas à nous nourrir. Pour qu'on puisse vivre avec les autres. On travaillait, on aimait, on riait. On faisait comme tout le monde. On s'était fait un nom et on était devenus des citoyens à part entière. On n'avait plus besoin de s'entraîner à chasser. On n'avait plus besoin de se battre. On était devenus faibles et civilisés.
On n'était pas des monstres, on n'était pas des vampires, on était nous. Mais c'est fini maintenant. Abby, Jess, Luke, Zach, ils sont tous partis. Fangs est fini. Nous sommes à nouveau les monstres, les créatures des ténèbres. J'entends les chiens maintenant. Je vois les rayons artificiels de leurs lampes torches et leurs projecteurs à travers la fenêtre brisée. Les humains ont déclaré la guerre. Ils ont l'intention d'éliminer et d'éradiquer chacun d'entre nous. Mais ça n'arrivera pas. Et pour m'en assurer, je vais me lever et me battre. Je m'appelle Camille, ou du moins, c'est le nom que je porte maintenant. Il y a 1 an, j'ai décidé de tout abandonner. Ma vie d'avant était une prison. Un appartement gris et étouffant dans une ville bruyante, un boulot qui me rongeait l'âme, et des amis qui ne voyaient pas au-delà de mon sourire forcé. À 28 ans, je me sentais déjà fanée, comme une fleur oubliée dans un vase sans eau. Alors un matin, j'ai fait mes valises, vendu le peu que je possédais et je suis partie, loin, à plus de 500 km de tout ce que je connaissais. C'était un nouveau départ, avec une nouvelle identité. J'ai choisi Saint-Léger, une petite ville aux rues pavées et aux maisons rustiques, un endroit où j'étais sûre que personne ne me chercherait. J'avais choisi une maisonnette en pierre, modeste, avec un jardinet envahi de ronces et de mauvaises herbes. Les premiers jours, je les ai passés à nettoyer, à frotter les meubles laissés par l'ancien locataire, à planter des fleurs pour égayer l'entrée. J'étais seule, mais ça me convenait. Pour la première fois depuis des années, je respirais librement, comme si un point invisible s'était enfin envolé. Et c'est là que j'ai rencontré Adrien. Il habitait la maison voisine. On s'était croisés un après-midi alors que je désherbais mon jardin. Il est sorti avec une tasse de café, un sourire timide aux lèvres et m'a lancé. Bienvenue dans le quartier. Ça fait du bien de voir une nouvelle tête par ici. Il était beau. Pas de façon traditionnelle. Une beauté discrète, naturelle, avec des cheveux châtains en bataille, des yeux verts dans lesquels on se plongeait, et une voix douce, presque caressante. On a discuté un long moment. Le temps, le calme de Saint-Léger, les meilleurs sentiers pour se promener. Il a fini par me proposer de passer un jour prendre un thé chez lui, et j'ai accepté sans une once d'hésitation. Les semaines ont filé, et Adrien est devenu une constante dans ma nouvelle vie. On se croisait très souvent. Il était gentil et attentif. Il me racontait des anecdotes sur la ville, sur les habitants un peu excentriques, comme la vieille Madame Berger qui parlait à ses chats comme à des enfants. Et moi, je l'écoutais captivée. Parfois, il me faisait rire avec ses blagues maladroites. Parfois, il me regardait un peu trop longtemps, et je sentais mon corps s'emballer, et mes joues chauffer. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé, mais je suis tombée de plus en plus amoureuse de lui. Lentement, profondément, comme une tombe dans un puits sans fond. Pourtant, je ne lui ai rien dit. Je ne voulais pas briser cette fragile harmonie. On était amis et ça me suffisait. Ou du moins, je me forçais à le croire. Je me contentais de ces petits moments volés, de ses sourires complices, des regards qui s'attardaient, et de sa main qui frôlait la mienne quand on prenait un thé. Dans ma tête, j'imaginais des scénarios romantiques, mais je restais silencieuse. Peut-être que j'avais peur qu'il ne ressente pas la même chose. Peut-être que j'aimais trop cette douceur précaire pour la risquer. Puis un jour, tout a changé. C'était un samedi matin. J'étais dans ma cuisine en train de préparer un repas, quand j'ai entendu des rires à l'extérieur. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et je l'ai vu. Adrien sur son perron, avec une femme. Elle était jolie, avec des cheveux blonds qui cascadaient sur ses épaules, et un sourire éclatant. Ils se tenaient tous les deux proches, trop proches. Elle a posé une main sur son bras, et il a ri à une de ses blagues. Mon cœur s'est serré comme dans un étau. Elle s'appelait Élise, sa nouvelle petite amie. Quand Adrien me l'a présentée quelques jours plus tard, j'ai souri. J'ai serré sa main et dit que j'étais ravie de la rencontrer. Ça fait plaisir de voir Adrien aussi heureux. Et j'ajoutais de ma voix qui bizarrement n'a pas tremblé. J'étais fière de ma performance. Élise était vive, pétillante, le genre de personne qui illumine une pièce sans effort. Adrien la regardait avec une tendresse qui me tordait l'estomac, mais je faisais semblant de ne pas le voir. Je continuais à jouer mon rôle, la voisine sympathique et l'amie discrète bien sûr. Les mois se sont écoulés et je les croisais souvent main dans la main en train de jardiner ensemble, les joues rosies par le vent. Parfois ils m'invitaient à prendre un verre et j'acceptais toujours. Je riais avec eux, je complimentais Élise sur ses bons petits gâteaux, je félicitais Adrien pour ses talents de bricoleur. J'étais parfaite, trop parfaite peut-être. Mais sous mon masque, quelque chose grandissait. Une ombre que je ne voulais pas nommer, une lueur sourde qui s'envolait autour de mon cœur comme du lierre.
Et un soir, Adrien a frappé à ma porte. Camille, on se demandait si tu voudrais venir dîner demain. Rien de formel, juste un petit repas à 3. J'ai souri comme toujours. Avec plaisir, je peux apporter une entrée si vous voulez. Ma fameuse quiche saumon épinard. Tout le monde l'adore. Élise, qui se tenait derrière lui, a répondu en souriant. Oh oui, Adrien m'en a parlé. Ça a l'air délicieux. C'est réglé alors. A dit Adrien avec un clin d'œil. À demain, 19h. À demain. Le lendemain, j'ai passé ma journée à préparer ma quiche. J'ai choisi les meilleurs ingrédients. Du saumon frais du marché, des épinards tendres cueillis le matin même et une pâte feuilletée maison que j'ai étalée avec soin. J'ai mélangé la crème lentement, ajouté une pincée de sel, un soupçon de poivre et un petit extra, ma petite touche secrète. J'ai travaillé méthodiquement, presque en transe. La cuisine était embaumée du parfum délicieux qui flottait dans l'air. Quand la quiche est sortie du four, dorée et parfaite, j'ai souri. Elle était magnifique. À 18h précise, je suis arrivée chez eux, ma quiche à la main. Élise m'a accueillie avec un grand sourire et Adrien m'a complimenté sur l'odeur qui s'échappait du plat. La table était dressée simplement, avec une nappe blanche et quelques bougies qui projetaient des ombres sur les murs. Une ambiance chaleureuse, presque intime. On a discuté en attendant que tout soit prêt. Élise nous a parlé de son nouveau travail dans une librairie. J'ai fait part de mes projets pour agrandir mon jardin. Et bien sûr, on a parlé des dernières nouvelles du quartier. Tout était normal et agréable. Élise avait préparé une entrée supplémentaire, une petite salade de chèvre chaud. J'espère que tu aimeras. M'a-t-elle dit en posant l'assiette devant moi. Waouh, ça a l'air délicieux. Vous savez quoi? Allez-y avec la quiche tous les deux. J'en fais tout le temps et j'ai vraiment envie de goûter ta salade. Ils ont échangé un regard amusé. T'es sûr? Mais oui, je vous promets. Allez-y, régalez-vous. Ils ont coupé la quiche et se sont servis généreusement. Moi, j'ai pris une bouchée de la salade, hochant la tête avec enthousiasme. C'est divin, Élise. Elle a rougi de plaisir. Pendant ce temps, ils ont commencé à manger. Adrien a fermé les yeux avec la première bouchée. Camille, c'est une tuerie, t'as un don. Merci. Ai-je murmuré un sourire aux lèvres. La suite du dîner s'est déroulée sans accroc. Jusqu'à ce qu'Adrien fronce les sourcils, une main sur l'estomac. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai un peu mal au ventre. Élise a ri. T'es trop mangé, gourmand. Mais quelques minutes plus tard, elle a pâli à son tour. Attends, moi aussi je sens quelque chose de bizarre. Je les ai regardés, la tête légèrement penchée. Oh mince, j'espère que c'est pas un truc dans la quiche. Pourtant, je vous promets que tout était frais. Adrien s'est levé chancelant et Élise a porté une main à sa bouche. J'ai la nausée. En quelques instants, tout a basculé. Élise s'est effondrée la première, tombant à genoux et vomissant un filet de bile sur la nappe. Ses spasmes ont cessé rapidement et elle s'est immobilisée les yeux vitreux. Adrien, lui, s'est plié en deux gémissant, les mains crispées sur son ventre. Puis, il a tendu un bras tremblant vers moi, les yeux exorbités. Camille, appelle de l'aide. Je me suis levée doucement, les observant en silence. Puis je me suis accroupie près d'Adrien qui respirait encore faiblement. Son corps était secoué de convulsions. Ses doigts grattaient le sol, cherchant un appui. Je me suis penchée vers lui, mon visage à quelques centimètres du sien et j'ai souri. Ses yeux verts voilés de douleur et de terreur ont croisé les miens. Tu veux la vérité, Adrien? Je ne m'appelle pas Camille. Je suis Louise. Oui, ta Louise. Tu te souviens de moi, n'est-ce pas? La fille que t'as larguée il y a 3 ans sans un regard en arrière. Celle que t'as fait interdire d'approcher, après que j'ai soi-disant perdu les pédales comme tu disais. Mais moi je t'aimais, Adrien. Vraiment. Plus que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Tu te rappelles de nos soirées dans ton vieil appartement? Qu'on écoutait ces vinyles que t'adorais? Ou cette fois où on a regardé la pluie tomber pendant des heures, blotti sous une couverture? J'étais tout pour toi avant. Et toi, tu étais mon monde. Alors quand t'es parti, quand t'as décidé que je ne valais plus rien, j'ai juré que je te récupérerais. Il a émis un râle, un nom étranglé. Ses lèvres tremblaient sous l'effort. Je me suis rapprochée un peu plus. J'ai tout changé pour toi. Mon visage, refait par un chirurgien à prix d'or, jusqu'à ce que je ne me reconnaisse même plus dans le miroir. Ma voix, je l'ai entraînée pendant des mois, des heures à répéter devant un magnéto pour effacer chaque inflexion que tu connaissais. Même moi, j'ai du mal à m'en souvenir. J'ai traqué tes moindres mouvements, appris où tu étais allé, ce que tu faisais. Saint-Léger, ce n'était pas un hasard, Adrien. C'était un plan minutieux et parfait. Je suis revenue pour toi, pour nous. Ces moments qu'on a passés ensemble ici, ces sourires que tu me donnais, ces regards,
Je croyais qu'il signifiait quelque chose. Je pensais que tu finirais par voir, par sentir que j'étais celle qu'il te fallait. Mais non, tu l'as choisie, elle. Je me suis tournée un instant vers le corps d'Élise, puis j'ai reporté mon attention sur lui, mes yeux brillants d'une lueur froide. Élise, cette petite blonde parfaite avec son sourire idiot et ses plats médiocres. Elle t'a volé à moi, elle t'a rendu heureux, Adrien. Et ça, je ne pouvais pas le supporter. Tu sais ce que ça fait de te voir rire avec elle? De devoir poser ta main sur son épaule comme tu le faisais avec moi? Ça m'a déchiré. Alors j'ai décidé que si je ne pouvais pas t'avoir, personne ne t'aurait. C'est pour ça que j'ai fait cette quiche. Un petit cadeau rien que pour vous deux. De la ciguë, Adrien. Subtile, indétectable, mélangée aux épinards avec amour. Et toi, tu l'as mangé sans te douter de rien. Comme un idiot. Maintenant regarde-toi. Tu souffres, tu meurs. Et moi, je suis là à te regarder partir. C'est presque poétique, non? Ses yeux se sont écarquillés, emplis d'horreur pure. Un cri étouffé a jailli de sa gorge, un son rauque et désespéré. Puis son corps s'est raidi. Ses doigts ont lentement cessé de gratter le sol. Puis sa poitrine s'est immobilisée. Il était mort, tué par le poison et brisé par mes mots. Je me suis relevée, ramassant mon plat avec soin. J'ai jeté un dernier regard à leur corps étendu sur le sol, la nappe tachée de bile et de vin renversé. Adieu, Adrien. J'ai essayé. Puis, je suis sortie dans la nuit le cœur léger, un sourire flottant sur mes lèvres. Je savais qu'un nouveau départ m'attendait ailleurs. Après tout, j'étais douée pour disparaître. Mon nom est Sophia Eriks. J'ai vécu autrefois dans une ville appelée New York. Ma mère, elle, s'appelle Terry Eriks. Elle est dans l'annuaire. Si vous connaissez la ville et que vous lisez ceci, trouvez-la. Ne lui montrez pas ça, bien sûr, mais dites-lui que je l'aime et que j'essaie de rentrer à la maison, s'il vous plaît. Tout a commencé quand j'ai décidé, vers l'époque où j'approchais de mes 25 ans, qu'il était temps pour moi d'arrêter de prendre mon sac à dos pour aller au travail. Je pensais que ça me ferait paraître plus mature si je me trimballais pas partout avec un sac de livres comme une lycéenne. Bien sûr, cela signifiait que j'allais devoir renoncer à lire des livres le matin et l'après-midi, puisque je ne pouvais pas réellement glisser mes livres dans mon petit sac à main. Une mallette aurait été inappropriée, car je travaillais dans une usine, et les sacoches m'ont toujours paru un peu trop... je ne sais pas. Stupide. J'avais un lecteur MP3 qui m'a aidé à passer le temps pendant un moment, mais quand il s'est cassé, j'ai laissé tomber ça aussi. Alors, tous les matins, je m'asseyais dans le métro pour une longue demi-heure qui semblait sans fin, avec rien d'autre à faire que d'observer mes compagnons de voyage. J'étais un peu timide. Je ne voulais pas être prise sur le fait, donc je les regardais très discrètement. Curieusement, j'ai vite découvert que je n'étais pas la seule personne au monde à être mal à l'aise en public. Les gens le cachaient de différentes manières, mais j'ai appris à voir à travers eux. Je les ai divisés en plusieurs catégories dans ma tête. Il y avait les gigoteurs qui ne pouvaient pas rester tranquilles, constamment en train de bouger leurs mains, de faire basculer leur poids d'un côté à l'autre et de rapprocher leurs jambes de la banquette puis de les éloigner. Ils sont le type de gens nerveux qu'on reconnaît le plus facilement. Après eux, il y avait les faux dormeurs qui prennent un siège et ferment les yeux pratiquement à la même seconde. Comme vous l'aurez compris, la plupart des gens dans le métro ne dorment pas vraiment. Les vrais dormeurs ne bougent plus. Ils se réveillent soudainement quand le wagon s'arrête ou après des bruits forts. Les faux, eux, restent juste immobiles de la seconde où ils sont assis jusqu'au moment où le train arrive à leur arrêt. Il y a aussi les toxicomanes du MP3, parfois les utilisateurs d'ordinateurs portables, et ceux qui voyagent en groupe, ou qui parlent trop fort. Les addicts du téléphone étaient soit sollicités en permanence, soit incapables de se taire plus de 2 minutes. Juste quand mon occupation d'observer des gens menaçait de devenir terriblement ennuyeuse, j'ai trouvé ma première bizarrerie. Un homme d'âge moyen en apparence, aux cheveux bruns, de taille et de poids normaux, et habillé de façon décontractée. Étrangement, il semblait presque trop normal. Il n'avait pas de très haut de particularité notable, comme s'il était fait pour se fondre dans la masse. C'est ce qui m'a amené à m'intéresser à lui. J'essayais délibérément de voir comment les gens agissaient dans le métro. Mais lui n'agissait pas du tout. Aucune réaction non plus. C'était comme voir quelqu'un assis devant une télévision, regardant un documentaire sur les poissons. Ils ne sont pas excités, pas intéressés, mais ils ne regardent pas non plus dans le vide. Disons qu'ils sont présents, mais pas attentifs de ce qui les entoure. Il était dans le métro l'après-midi. Il a fallu plus d'1 mois d'expérience d'observation avant qu'il n'attire mon attention.
car je ne prenais pas le métro tous les jours, et je ne faisais pas attention à toujours m'asseoir dans le même wagon. Je l'ai vu pour la première fois un lundi, je crois, et la deuxième fois était le jeudi de la même semaine. Il avait évidemment pris le même train, et s'est assis dans la même voiture, et sur le même siège. Un toc sévère, c'est ce que je pensais à l'époque. Depuis cette première fois, il m'a intriguée. J'ai regardé avec plus d'avidité encore les fois suivantes. Il était, pour tout avouer, carrément troublant. Il ne faisait rien du tout. Il s'installait là, impassible à tête droite, peu importe ce qu'il se passait. Une femme avec un enfant qui braillait est entrée et s'est assise juste derrière lui. Et toujours rien. C'était à peine s'il a tourné la tête ou froncé les sourcils d'agacement. Et ce gamin était vraiment bruyant pourtant. Au moment où le métro est arrivé à mon arrêt, je me suis sentie mal. Et quand je suis sortie, mes mains tremblaient comme si j'étais en manque de nicotine. Il y avait quelque chose de mauvais chez lui. Je n'arrivais pas vraiment à définir qui il était. Un sociopathe peut-être. Un de ces gars calmes qui a en fait une douzaine de têtes de femmes dans son congélateur et dont la première victime est sa mère. Je me suis retrouvée à flâner intentionnellement après le travail l'après-midi, à m'arrêter pour feuilleter les magazines dans les kiosques, dans le centre commercial près du métro, même quand je n'avais pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. Pendant quelques semaines, j'ai évité de prendre ce métro, et quand je m'y rendais avec réticence, je m'assurais toujours de choisir une place aussi éloignée que possible de celle où je l'avais vue. Puis un matin, j'ai vu une autre personne qui a déclenché la même sonnette d'alarme dans ma tête. Une femme tout aussi banale, qui se contentait de rester sur son siège malgré les bousculades et l'agitation autour d'elle. Le moment où je l'ai reconnue, et ça je l'ai réalisé plus tard, c'était quand mon obsession avait commencé. Mon observation des gens qui avait commencé comme une sorte de passe-temps pour conjurer l'ennui était devenue presque comme une religion pour moi. Je ne pouvais pas rentrer dans un bus ou un métro sans me mettre à examiner tout le monde, dressant une liste de comportements dans ma tête. Vêtements et couleurs simples sans marque, notés. Aucune expression, pas de regard occasionnel vers les fenêtres ou d'autres passagers, noté. Pas de sac ou d'accessoires, noté. Noté, noté, noté. Nous en avons un autre. J'ai commencé à les appeler les étrangers. Je ne les voyais pas tous les jours, même quand j'ai commencé à prendre le métro plus que je n'en avais besoin, même quand je me suis mise à monter dans des bus qui n'étaient pas sur mon chemin. Mais ils étaient là, assez souvent. En voir un me faisait grincer des dents, rendait mes paumes moites et ma gorge me paraissait sèche. Si vous avez déjà fait un discours en public, vous reconnaissez peut-être cette sensation. Même s'ils ne m'accordaient pas la moindre attention, j'avais l'impression de m'exhiber devant eux. Je les croisais si souvent. Comment pouvaient-ils ne pas me remarquer? Et un jour, finalement, ma curiosité a pris le dessus sur ma peur. J'ai décidé d'en suivre un. J'ai choisi celui qui m'avait intéressé en premier, l'homme dans le métro de l'après-midi qui gardait toujours le même siège. Je suis donc montée dans ce métro et j'ai pris un siège derrière le sien. On a roulé jusqu'au terminus où il s'est lancé et a commencé à marcher devant moi. Je l'ai suivi, mais il n'est pas allé loin. Il s'est assis sur un banc à proximité, sans aucune expression comme toujours. Pendant que moi, je m'étais mise dans un coin non loin pour attendre en essayant de garder un air nonchalant. Au bout de quelques minutes, le métro suivant est arrivé. Je l'ai regardé entrer et j'ai vu qu'il avait encore pris le même siège. Je n'ai pas réussi à trouver le courage de le suivre à nouveau. Pour moi, il n'allait nulle part. Il prenait juste le métro jusqu'à la fin de la ligne, et après quoi? Il la reprenait dans l'autre sens? Quelle raison aurait-il, lui ou n'importe qui, de faire ça? Je n'ai pas arrêté d'y penser, même après avoir repris un métro me ramenant chez moi pour avoir un peu de repos. Je ne pouvais pas laisser tomber cette affaire, pas tant que je n'avais pas trouvé un sens à tout cela. À présent, j'étais encore plus perdue qu'avant. J'étais même carrément en colère. Pourquoi cet étrange homme, cette personne presque inhumaine qui se faisait les lignes de métro dans tous les sens, n'allait nulle part? J'avais lu une fois que l'esprit éprouve de la répugnance face à certaines choses, parce que la vue de celle-ci est un affront. Les araignées effraient beaucoup de personnes, particulièrement les plus grosses. Elles semblent être une menace pour nous, comme des aliens. C'est l'effet que les étrangers ont commencé à avoir sur moi. Ils alertaient tous mes sens. Je les suivis le jour suivant, et encore le jour d'après. Chaque jour pendant au moins une semaine, nous avons fait nos voyages silencieux tous les deux. Si seulement j'avais su. À la fin de la semaine, je le suivais pendant des heures, jusqu'à ce que le dernier métro de la soirée s'arrête près de là où j'habitais. Nous allions d'un bout à l'autre de la ville encore et encore. Je n'étais plus une observatrice de tout le monde. J'étais une observatrice d'un seul type de personne. Une observatrice d'étrangers. Je ne faisais plus attention à personne d'autre que lui.
bien que j'y remarqué plus d'un regard embarrassé m'étant adressé. De toute façon, nous aurions très bien pu être les seuls habitants de la planète. Ça m'était égal. J'ai perdu mon travail la semaine suivante. Mon directeur était gentil et un peu effacé, mais il était aussi ferme. Je n'étais pas efficace, je n'avais aucune concentration. J'étais tout sauf productive. Il m'a fait tout un discours, je crois, mais c'était à peine si je l'entendais. La seule chose qui occupait mes pensées était mon nouveau travail, ma surveillance de l'étranger. Que ferait cet homme? Non, cette chose, en sortant du métro si je n'étais pas là pour garder un œil sur lui. J'ai quitté le boulot pour la dernière fois à midi ce jour-là. Normalement, je commençais à suivre mon sujet vers 5h30. Mais je suis sûre qu'il m'attendait. Maintenant que je sais ce que je sais, j'aurais aimé être plus attentive ce jour-là. C'était l'été après tout. J'aurais pu faire le tour de la ville, peut-être essayer de rencontrer des gens. J'aurais pu prendre un cappuccino glacé et fumer à une terrasse de café avant de rentrer à la maison. Ou juste faire sortir mon obsession grandissante de ma tête. Trouver un nouveau travail et prendre de quoi lire dans les transports comme avant. Mais au lieu de ça, j'ai attendu. Plus d'un train font leur trajet sur cette ligne. Alors je me suis assise dans la station pendant au moins 1 heure, jusqu'à ce que je l'aperçoive à travers une fenêtre. Je suis montée dans le wagon du métro, et j'ai remarqué que pour la première fois, ma peau n'était pas moite, mes mains ne tremblaient pas, et mon cœur ne battait pas à une vitesse folle. Je me suis assise, et pour la première fois également juste en face de lui, pile dans son champ de vision. Je regardais s'il y avait un changement dans son expression. M'avait-il reconnu? Si c'était le cas, je n'en ai vu aucun signe. Et pourtant, j'ai bien cherché. Nous devions faire la paire, assis l'un à côté de l'autre cet après-midi à nous fixer. C'était difficile de ne pas laisser toute la rage en moi se refléter sur mon visage. Mais avec un certain effort, je parvenais à garder le même visage sans expression qu'il arborait toujours. Mais à l'intérieur, je lui hurlais pratiquement dessus. Réagis, espèce d'enflure. Regarde-moi. Je sais ce que tu es. À vrai dire, je n'ai rien dit. Et mes demandes silencieuses n'ont obtenu aucune réponse. Ni pendant le premier voyage, ni pendant le deuxième, ni pendant le 3e ou le 10e. On parcourait les lignes ensemble, et à chaque terminus, on sortait ensemble et on attendait. Je me suis assise à côté de lui sur le banc, le regardant du coin de l'œil, et toujours rien de sa part. Mais nous étions tous les deux aussi doués l'un que l'autre à ce jeu. Enfin, nous avons fait notre dernier trajet ensemble. Je le tenais et il le savait. C'était le dernier voyage de la nuit avant que les trains ne cessent de passer. Je laissais toujours s'en aller à ce moment-là, car la fin de la ligne est loin de là où j'habite, et les bus finissent leur service en même temps que le métro. Mais cette fois, j'allais le suivre, et enfin savoir ce qu'il faisait quand il ne pouvait plus prendre le métro. J'allais peut-être obtenir des réponses. Le train roulait et l'excitation montait en moi. Le wagon allait lentement se vider jusqu'à ce qu'il ne reste que nous. Les 2 observateurs silencieux. J'ai eu du mal à retenir un sourire satisfait. Le métro a ralenti puis s'est arrêté. Nous étions enfin au terminus. L'étranger n'a pas bougé. Il ne faisait rien comme à son habitude. Le métro était toujours là, les portes grandes ouvertes. Je pouvais vaguement entendre les derniers traînards, leurs pas résonnant dans le silence. Et puis, plus rien. Une sonnerie a retenti dans le microphone pour signaler aux éventuels dormeurs que nous avions atteint la destination finale. Mais toujours rien. Et enfin, j'ai recommencé à entendre des bruits de pas. Ça devait être un conducteur ou quelqu'un qui venait vérifier que tout le monde était bien descendu, juste avant de ramener le train au dépôt. Moi, je n'ai pas quitté ma proie silencieuse des yeux. J'ai réussi à voir le conducteur du coin de l'œil quand il a atteint notre voiture. Il a regardé à l'intérieur, ses yeux se sont posés sur nous et un regard perplexe est apparu sur son visage. Il a cligné des yeux à quelques reprises avant de se ressaisir. J'ai attendu qu'il se mette à parler pendant un temps excessivement long. Mais sans prévenir, avec un bref hochement de tête, il nous a laissés tranquilles. Il y avait un autre wagon devant le nôtre. Je l'ai entendu le vérifier aussi, et quelques minutes plus tard, le métro s'est remis en marche. Nous avons roulé pendant longtemps, puis après un virage, le métro s'est arrêté. Je pouvais voir à travers les fenêtres plusieurs trains de chaque côté, et encore d'autres derrière eux. C'est là qu'il m'a souri. C'était juste un petit mouvement de lèvres, qui serait passé inaperçu si je ne l'avais pas dévisagé pendant des heures. Voilà, nous sommes arrivés. J'ai essayé de répondre, mais sur le moment je n'y arrivais pas. Ma gorge était affreusement nouée. La terreur me submergeait. J'avais la même sensation que si une caverne souterraine tout entière s'était effondrée sur moi. J'ai toussé, et j'ai finalement réussi à balbutier une réponse d'une voix cassée, pour poser la question qui me tenait éveillée la nuit.
Celle qui m'avait conduite à mi-chemin de la folie et m'avait amenée à cet endroit à ce moment précis. Qu'est-ce que vous êtes ? Il m'a ignoré. Il s'est levé et les portes du train se sont réouvertes. Puis à ma grande surprise, il s'est tourné pour me faire face. Vous venez ? Il n'a pas attendu ma réponse pour sortir sur le quai. Je me suis ruée à l'extérieur pour le suivre. Allez, bon sang! Parlez-moi. Qui êtes-vous? Plutôt, qu'est-ce que vous êtes? Pourquoi vous prenez ce foutu métro tous les jours? Il n'a pas regardé en arrière ni ralenti le pas. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je peux affirmer sans aucun doute qu'il n'avait aucune expression. Du moins pas plus que devant n'importe quelle autre situation. J'ai continué à le suivre sans cesser de crier, mais j'ai finalement abandonné. 6 mots. J'ai supposé que c'était tout ce que j'obtiendrais de lui. Nous avons marché le long du quai jusqu'à arriver devant un croisement. Puis nous avons tourné. À présent, nous marchions perpendiculairement au train. Le chemin était éclairé par des lumières au plafond, mais je ne pouvais pas voir où il prenait fin. Les trains de l'autre côté semblaient se succéder à l'infini. Je me rends compte maintenant qu'il y en avait beaucoup plus que ce dont une ville a besoin. Ça ne m'avait pas interpellée sur le moment, je suppose. Mais j'aurais probablement dû y faire attention. Je dois avouer que je ne sais pas combien de temps exactement nous avons marché. J'avais bien une montre, mais elle avait l'air cassée. Au bout d'un moment, j'ai sorti mon téléphone, mais je ne captais rien là-bas. Tout ce que l'écran affichait, c'était l'icône qui montrait qu'il n'y avait pas de réseau. L'étranger s'arrêtait de temps en temps et regardait un des trains pendant 1 minute ou 2, mais il se remettait toujours à marcher. Il m'a fallu du temps avant de comprendre pourquoi, mais j'ai finalement réalisé que les trains n'étaient pas tous les mêmes. De longues files d'entre eux étaient semblables. Puis, nous passions à une file d'un modèle différent. Ils étaient un peu plus grands ou plus petits, ou avaient une forme légèrement différente. Le cockpit, ou ce que vous appelez la partie avant où se trouve le conducteur, était différente elle aussi. Je ne savais pas, et je ne sais toujours pas ce qu'il cherchait. Mais il a dû finir par le trouver, car nous avons tourné une fois de plus, et les portes d'un métro se sont ouvertes quand mon guide improvisé s'est planté devant elle. Nous sommes entrés, et nous nous sommes assis. « Vous êtes prêts à parler maintenant ?» lui ai-je demandé. Pas de réponse. J'ai laissé échapper un soupir de frustration, et j'ai sérieusement commencé à peser le pour et le contre de ce qu'il arriverait si je lui donnais un coup de poing en plein dans le visage. Mais soudainement, les lumières se sont allumées et j'ai entendu le bruit du moteur qui démarrait. C'est quoi ce bordel? Il m'a lancé un regard qui semblait presque triste. Vous n'allez pas pouvoir revenir. Qu'est-ce que vous racontez? Revenir où? Comme on pouvait s'y attendre, il ne m'a pas répondu. Cette enflure. Le train a tremblé et est parti dans la direction inverse de celle d'où nous venions. Je le pense en tout cas. Le défilé sans fin de métro m'a fait perdre le sens de l'orientation. Il a roulé pendant quelques minutes et a ralenti quand nous nous sommes approchés d'un arrêt. Le regard distrait de mon compagnon est devenu plus net, et pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'il me regardait vraiment. Qu'il me regardait moi, et pas juste la direction où je me trouvais. Restez immobile. Ne faites pas de bruit. N'attirez pas leur attention. Le train s'est arrêté, les portes se sont ouvertes, et ils ont commencé à affluer et à inonder le wagon. Je ne sais pas ce que j'ai remarqué en premier. Les vêtements bizarres, leurs bras trop longs avec leurs mains qui touchaient presque le sol, leurs yeux couleur jet, leur visage anguleux ou la teinte bleu-grise de leur peau. Mes yeux étaient rivés sur cette scène improbable, mais mon cerveau refusait de traiter tout ça. Et quand il l'a finalement fait, je pouvais à peine étouffer les cris qui menaçaient de s'échapper de ma gorge. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Mon Dieu, oui, j'étais sur le point d'exploser. J'étais tendue comme une corde de guitare. Tout en moi vacillait et palpitait. Ma vue devenait instable et je lui en étais reconnaissante. Mais c'est là que j'ai vomi. Ma bouche était fermée et je me suis forcée à ravaler. Ça avait été vraiment difficile. Je n'arrêtais pas d'entendre la voix de l'étranger en boucle dans ma tête. Ce jour est un peu flou dans mon esprit. Nous avons parcouru la ligne de métro dans les 2 sens, encore et encore, le visage neutre, pendant des heures, des jours peut-être. Cette ligne me semblait beaucoup plus longue que celle que je connaissais, celle où j'avais suivi l'étranger. Les choses hideuses dans le wagon ne faisaient pas attention à nous. Pourtant, nous devions sacrément sortir du lot. J'étais tellement pétrifiée par la peur que quand nous sommes retournés dans la caverne des trains sans fin, j'ai fini par fondre en larmes désespérées. Je me suis effondrée sur le sol et je n'ai rien fait d'autre que pleurer pendant un long moment. L'étranger, lui, me regardait impassible. Quand j'ai repris le contrôle de moi-même, je me suis retournée vers lui avec un regard suppliant. « Ramenez-moi à la maison. Ramenez-moi chez moi.
Je vous en supplie. Je ne peux pas. Je ne sais pas lequel peut vous ramener. Si l'un d'eux le peut. Il s'est levé et a quitté la plateforme. Je me suis levée avec lassitude pour le suivre. Mais là, il s'est retourné brusquement. Je pense que vous m'avez assez suivi. La rage que je ressentais envers lui, que la panique avait temporairement étouffée, a ressurgi en moi. Quoi? Je l'ai attrapé par les épaules et avec une force dingue que je ne savais même pas posséder, je l'ai plaqué contre la porte d'un des métros. T'es vraiment une ordure. Je l'ai giflé plusieurs fois de suite sans m'arrêter. Ramène-moi, je te dis. Mais il ne bronchait pas. Gardons son calme. Et bientôt, la poussée de colère en moi est retombée, me laissant comme vidée de mon énergie. Je vous en supplie, s'il vous plaît, laissez-moi juste rentrer chez moi. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Si nous restons ensemble, il y a plus de risques que nous soyons remarqués. Trouvez votre propre chemin, soyez immobile et soyez subtil. Et alors, ils penseront que vous êtes l'un des leurs. Comment vous pouvez me faire ça? Et pourquoi? Il m'a adressé un autre regard un peu triste. Je devais le faire. Vous le devrez aussi. Vous pouvez rester coincé, parfois. Il a retiré délicatement mes mains de ses épaules et s'est retourné pour s'en aller. Je suis tombée à genoux, soudainement à bout de force. Puis j'ai regardé partir. Au croisement, il s'est retourné vers moi et a dit « Je suis désolé. » Et puis il a disparu. Je ne le savais pas encore, mais ça allait être pour moi le début d'un calvaire sans fin. Je suis restée sur le carrelage froid pendant vraiment très longtemps. J'étais là dans un coin, roulée en boule et sanglotante. Quand je n'ai plus eu aucune larme à verser, j'ai même réussi à dormir un peu. Quand je me suis réveillée, le métro avec lequel j'étais venue était parti, emmenant les abominations bleu-grises là où vont les abominations bleu-grises. Je ne pouvais pas me résoudre à y retourner de toute façon. J'ai essayé de trouver un chemin pour revenir de là où j'étais partie, de trouver un train que je reconnaissais. Mais je n'étais même plus sûre de la direction que j'avais prise en venant. J'ai marché pendant 1 heure, 2, peut-être même 3. Finalement, j'ai trouvé un train qui me semblait familier, ou peut-être que j'étais tellement désespérée que j'ai imaginé qu'il l'était. Quand je me suis approchée de la porte, elle s'est ouverte pour moi et je me suis assise. Il a démarré et bien que toute ma vie durant j'ai été une véritable agnostique, j'ai prié de tout mon cœur. Le train a ralenti à un arrêt, les portes se sont ouvertes et pendant un instant j'ai cru que j'étais sauvée. Des gens, des êtres humains. J'allais devenir la femme la plus religieuse du monde. Mais j'ai remarqué leurs yeux, ou plus précisément le 3e grand œil au milieu de leur front. Ça servait à quelque chose de faire ces prières. Ils étaient plus faciles à regarder que le premier groupe, et j'en étais soulagée. Le 3e œil clignait indépendamment des 2 autres par contre, et ça me donnait sérieusement envie de vomir. Et quand l'un d'eux souriait, riait, parlait ou autre, je ne pouvais m'empêcher de remarquer que leurs dents étaient pointues, difformes et jaune-verte à cause de la saleté. Mais si je me concentrais et que je fermais les yeux sur certains détails, je pouvais presque prétendre être dans mon monde. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux rentre avec un sandwich à la main, et que je réalise d'un coup que je crevais de faim, et que je n'avais ni mangé ni bu pendant ce qui devait être plusieurs jours. Au terminus suivant que j'ai atteint, j'ai essayé de trouver quelque chose à manger ou à boire. Je ne sais même pas pourquoi j'ai attendu, mais ça me paraissait important de rester à bord jusqu'à la fin de la ligne. Quand je suis arrivée, j'ai eu du mal à quitter le wagon. Je n'avais jamais vu l'étranger quitter les souterrains du métro. Je ne l'avais jamais vu se nourrir ou boire non plus. Mais mon estomac ne considérait pas ça comme une réponse satisfaisante. Je luttais pour garder mon visage parfaitement neutre et me frayais un chemin dans la station. Et puis, j'ai fait une erreur. J'étais à la recherche d'escalators ou d'escaliers. Mais tout ce que je voyais était des trous dans le sol, dans le mur et le plafond. Béants, ces trous irréguliers me donnaient l'impression d'être dans une ruche. Qu'est-ce que j'étais supposée faire? Sauter dedans? Ça n'avait aucun sens pour moi avant que quelqu'un passe à travers l'un d'eux. Il flottait à travers le plancher, avançant dans ma direction. Il a froncé les sourcils pendant une seconde, ou du moins je pense que c'était un froncement de sourcils, mais apparemment quelque chose les empêchait de me reconnaître. Ça ne m'a pas malheureusement permis de l'éviter. Ce qui semblait être la seule façon de sortir de cette espèce de métro en forme de ruche. En jurant, je suis retournée vers le tunnel. J'étais en colère, perdue, affamée. Et j'étais livrée à un sort qui, s'il n'était pas pire que l'enfer, était au moins aussi stupide et 3 fois plus absurde. Je n'étais pas dans le meilleur des états d'esprit. Ce qui, je pense, peut excuser ma distraction. Normalement, je prends les coins avec un siège large.
Parce que tout le monde sait que si vous vous précipitez rapidement sur un coin dans un endroit public, il y a de fortes chances que vous rentriez dans quelqu'un. Comme je l'ai fait. J'ai percuté quelqu'un, une femme, et elle est tombée sur le sol. Sans y penser, j'ai réagi comme n'importe quelle New-Yorkaise. Mal. Mais c'est pas possible. Regarde où tu vas, non? J'ai réalisé mon erreur avant qu'elle ne puisse réagir. Ses yeux ont pris un air étonné, et quand elle m'a réellement regardé, ils se sont agrandis avec horreur. Elle a bondi en l'air, et elle s'est mise à flotter légèrement avant de diriger son attention vers moi et de laisser échapper quelque chose qui ressemblait à un cri. Un peu plus perçant que ce à quoi j'étais habituée, mais c'était bel et bien un cri. Plus bas dans le tunnel, j'ai vu des têtes d'aliens à 3 yeux qui se retournaient vers moi. Tout d'un coup, je me suis mise à penser à toutes ces dents acérées, et j'ai couru le plus rapidement possible. Le métro n'était pas là, mais il y avait un passage le long du tunnel. Pour les réparateurs, je suppose. C'est à ça que ça servait de là où je venais en tout cas. Je l'ai emprunté en courant à pleine vitesse, jusqu'à ce que je me sente comme poignardée à chaque souffle. Je me suis arrêtée haletante et j'ai regardé en arrière. Le tunnel faisait une courbe, donc la lumière n'éclairait pas très loin. Mais visiblement, personne ne me suivait. Faire demi-tour cependant n'était pas une option envisageable. J'ai continué d'avancer dans l'obscurité pendant un long moment. Finalement, je suis arrivée devant une petite ouverture dans le mur et je me suis arrêtée là pour me reposer. Et une course terrifiante à pleine vitesse m'avait laissé complètement vidée de mon énergie. J'aurais probablement dû pleurer. C'était la seule chose que j'étais capable de faire ces derniers temps. Mais même ça me demandait trop d'efforts. Je me suis assise contre le mur, les jambes étendues devant moi, et j'ai imaginé que je frappais cet homme, jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. C'était une image bien réconfortante. Un rat traînait à proximité dans le noir. De temps en temps, je donnais un coup de pied dans le vide pour l'effrayer. Mais au bout d'un moment, je ne me suis même plus embêtée avec la bestiole. La rage ou toute autre maladie qu'il pourrait porter serait une bénédiction comparée au voyage sans fin à travers les métros du monde étrange. Perdu, démuni et seul. Quand il est revenu près de moi, je ne l'ai même pas chassé. Même quand il s'est pressé contre ma jambe, je n'arrivais pas à trouver la force de m'en occuper. Pas jusqu'à ce qu'un train passe et que ses lumières n'éclairent l'espèce de caniveau où j'étais et la chose que j'avais pris pour un rat. Oui, ça ressemblait à un rat, mais surtout à une araignée. Si quelqu'un avait croisé ces deux espèces, l'abomination en résultant était presque aussi horrible que la chose qui fouinait dans le sol près de ma jambe. J'ai crié. Je me suis levée d'un coup et je lui ai donné un coup de pied digne d'un joueur de football. Et il a atterri droit dans le mur opposé. Son dos a fait un craquement écœurant et je l'ai regardé convulser en rendant son dernier souffle avant que la dernière voiture du métro ne soit passée et que l'obscurité revienne. Et dans les ténèbres, une pensée terrible m'est venue. Je me suis demandé s'il était comestible. Je ne voulais pas et j'étais malade rien que d'y penser. Mais j'étais affamée et il n'y avait aucune garantie que j'allais trouver de la nourriture dans cet endroit. Ou n'importe où d'ailleurs. Le rat araignée était ma seule option. Je me suis retenue autant que je le pouvais. Mais en fin de compte, mon instinct de survie m'a aidé à mettre de côté mon dégoût. J'avais mon briquet mais rien sur moi pour allumer un feu. J'ai débarrassé la viande de sa peau et je l'ai un peu cuit en la tenant au-dessus de la flamme. Mais ça n'a pas beaucoup aidé. Rien ne l'aurait pu. Sa viande était infecte. Plus infecte que tout ce que vous pouvez imaginer. Ça n'allait pas être la dernière fois où la faim allait devenir insoutenable. Et j'ai mangé bien d'autres choses douteuses. Mais rien n'était aussi mauvais que le rat araignée. Rétrospectivement, c'est à cause de ce moment que je suis devenue un étranger. Avant, je devais me forcer pour avoir cette attitude que l'autre maintenait en toutes circonstances. Ce que j'avais pris pour du calme était en réalité de la lassitude. Tout ce que j'avais traversé était insoutenable. Dépecer et manger un monstre dans le noir au-dessus d'un monde alien avait changé toutes mes perspectives. J'étais à bout. Au moment où j'ai quitté le tunnel sombre, j'étais encore plus impassible et sans émotion que ne l'avait jamais été celui qui m'avait laissé là. Ce n'est pas le pire de l'histoire pourtant. Le pire est venu après. La première fois que je suis restée coincée, l'étranger en avait parlé, mais vu l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, j'y avais à peine prêté attention. Une nuit à la fin de la ligne, on m'a demandé de quitter le train. Le monde était un de ceux les plus proches de la normalité. Les gens étaient presque humains physiquement. Ils étaient oranges, c'est un fait, et bossus. Mais à part ça, ils étaient pratiquement normaux. Après le monde précédent où les gens étaient scandaleusement gros, hermaphrodites avec 6 seins et pas de nez, les gars oranges me semblaient vraiment beaux. J'ai pensé dans un premier temps que le conducteur parlait à quelqu'un d'autre, mais j'étais la seule dans le wagon. Et par ailleurs, j'avais compris ce qu'il disait. Les oranges ne parlaient pas ma langue.
Mais néanmoins, ce n'était pas compliqué à comprendre. Quand je me suis levée, j'ai commencé à voir pourquoi. Je ne pouvais pas me tenir debout. J'étais bossue, et comme l'a montré mon reflet dans la vitre, j'étais aussi orange. J'ai reconstitué le reste de l'histoire à partir de ça. Coincée signifiait que j'étais bloquée dans ce monde pour une raison quelconque, et condamnée à leur ressembler aussi. J'avais tout ce qu'il fallait si je voulais saisir l'opportunité de quitter la station de métro, ce qui est possible la plupart du temps, mais qui requiert beaucoup de vigilance. Et c'est assez démoralisant. Les mondes aliens sont un petit peu écœurants, je trouve. Vous essayez de les comparer aux vôtres, mais les différences sont tellement nombreuses que ça vous rend juste malade. J'ai quitté ce métro. De toute façon, il était clair que je n'étais pas partie pour revenir vers le noyau central cette nuit. J'avais pris l'habitude de nommer ainsi la ligne Infinidrame de métro. J'avais vite compris que ça allait être très compliqué d'y revenir. La méthode qui m'avait permise de passer inaperçue ne fonctionnait plus. J'ai considéré brièvement l'idée de rester. Mais cet endroit n'était pas mon monde et il ne le serait jamais. Même s'ils avaient la même apparence que moi, leur culture était différente. C'était une leçon que j'avais apprise auparavant. Même les mondes où les habitants n'étaient absolument pas distinguables de moi, ils n'étaient quand même pas sans danger. J'ai été une fois dans un monde où les gens étaient exactement comme moi. Et j'ai appris d'une manière assez douloureuse que pour eux, le geste de la main qui sert à saluer signifiait quelque chose de gravement insultant. Assez insultant pour que je me fasse battre avec haine pendant qu'une foule me regardait. Tout s'approuvant. D'ailleurs, même si cet endroit avait une culture que je pouvais imiter, je ne voulais pas rester. Je voulais l'une de ces choses. Trouver le moyen de rentrer à la maison, ou retrouver l'étranger qui m'avait mis dans cette galère, et lui casser la figure. Absolument rien d'autre ne m'intéressait. Alors j'ai voulu avancer. Cependant, je n'étais pas sûre d'être capable de faire à un pauvre inconscient ce qu'on m'avait fait. Est-ce que je pouvais forcer quelqu'un d'autre à arpenter l'éternel métro comme moi? Il s'est avéré que je n'avais pas à le faire. Après quelques mois, l'un d'eux m'a remarqué et a commencé à me suivre pendant plusieurs semaines. Je faisais extrêmement attention à faire comme si je ne l'avais pas remarqué, juste comme l'avait fait l'étranger. Mais j'étais tiraillée entre le désir de l'avertir avant qu'il ne soit trop tard et le désir de l'emmener à la fin de cette ligne pour pouvoir enfin quitter ce monde lugubre. La dernière nuit, il m'a suivi jusqu'à la fin de la ligne exactement comme moi je l'avais fait. Il n'a pas réussi à trouver le courage de s'asseoir en face de moi par contre. Et dès que le train s'est arrêté au terminus, il a couru. J'ai attendu en espérant que le conducteur ne me verrait pas et que je pourrais continuer. Mais en vain. Le métro est reparti sans moi tandis que je maudissais cet homme intérieurement. Alors que je marchais du côté des guichets, le jeune homme qui m'avait suivi m'a attaqué. Il avait un couteau tranchant et pointu. Normalement, il aurait dû me prendre par surprise. Mais je voyageais à travers des mondes d'aliens hostiles depuis plusieurs années maintenant. Mes réflexes étaient très aiguisés. Nous nous sommes battus sauvagement avant que je réussisse à retourner le couteau contre lui. Je ne sais même pas comment il s'est retrouvé dans son cou. Je ne crois pas que je voulais le tuer. Je n'étais même pas vraiment en colère en repensant à ma propre rage. Celle qui était apparue en moi il y a si longtemps. Ensuite, comme il gisait là sanguinolent, je me suis réellement énervée. Je lui ai donné des coups de pied en lui criant qu'il était débile et qu'il aurait dû me suivre. Je me suis enfuie de la scène du crime, mais pas pour bien longtemps. J'y étais très tôt le lendemain pour prendre le premier métro. Et cette nuit, quand je suis arrivée au bout de la ligne, j'étais à nouveau invisible aux yeux du conducteur. Je suppose que vous pouvez soit les tuer, soit les emmener avec vous si vous voulez retourner à la plateforme centrale. J'étais redevenue invisible, oui. Mais j'étais toujours orange et bossue. Je suis restée ainsi jusqu'à la fois suivante où j'ai été coincée. Et cette fois-là aussi, j'ai tué. Ça a été beaucoup plus rapide. Je n'ai pas attendu qu'elle me suive. Dès que j'ai été reconnue comme un étranger, je l'ai identifiée comme étant la suivante. Et j'ai fait mon choix. Je ne voulais pas impliquer quelqu'un d'autre là-dedans. Du coup, je me suis posé des questions sur l'étranger qui m'avait fait venir là. Je me suis demandé à quoi il ressemblait à l'origine. Et s'il savait qu'il aurait pu me tuer. Je me suis posé des questions aussi sur les autres que j'avais vus quand j'étais encore chez moi. Et les rares que j'avais croisés depuis mon départ. Est-ce qu'il les tuait? Ou est-ce qu'il les emmenait? Et celui ou celle qui choisissait, ressentait-il de la pitié pour eux? Je ne pouvais pas me résoudre à leur parler, à leur demander. Nous étions damnés de toute façon, et les damnés devraient souffrir dans la solitude. Vous savez quoi? J'en ai tué 15 d'entre eux aujourd'hui, et je suis devenue très bonne dans ce domaine. Mais j'ai pris une décision. J'ai fini de tuer, les innocents du moins. Avant de retourner à la plateforme centrale, j'ai rempli un sac à dos avec autant de papier que je pouvais faire rentrer dedans. Et je l'ai laissé sur autant de rames de métro que possible. Quelques milliers de messages en bouteilles, jetés dans une mer de rails d'acier. C'est une demande et un avertissement. Ma requête mentionnée ci-dessus est que vous retrouviez ma mère
et que vous lui racontiez un mensonge. C'est un petit mensonge, ne vous inquiétez pas. Dites à ma mère que je l'aime et que j'essaie de rentrer à la maison. Ça pourrait lui donner de l'espoir ou lui apporter un peu de paix. J'aurais voulu que ce soit vrai, mais ainsi sont les choses. Je me vois comme Ulysse, perdu à la dérive et essayant de retourner vers des rivages familiers. Mais je ne suis pas perdu en mer, je suis perdu dans un tunnel sans fin, un labyrinthe. C'est une différence importante, car les labyrinthes sont conçus, construits. Quelqu'un ou quelque chose a créé cet endroit insensé, et il doit être tenu responsable pour ce qu'il m'a fait. Ils me font jouer Thésée, pas Ulysse. Les règles étranges de cet endroit ont transformé l'humaine que j'étais en quelque chose d'autre. Puis en encore autre chose. Ils ont fait de moi un monstre, et je serai donc le minotaure de ce labyrinthe. Et si je peux, je vais le détruire autour de moi, emportant ceux qui l'ont construit. Mon avertissement est que dans les lieux publics, vous devez vous méfier. En particulier des hommes et des femmes silencieux et au visage dénué d'expression. Gardez vos distances. Ils pourraient vous tuer ou même pire. Si vous les voyez, courez vite et loin. Et encore plus important, et j'insiste bien, je vous en supplie, ne prenez pas le train jusqu'à la fin de la ligne.